Un jeune milliardaire visite une école publique pour faire un don et voit une pauvre fille jouant seule avec une boîte à déjeuner vide. Elle sourit et dit « J'apporte juste la boîte pour que personne ne pense que je n'ai rien à manger ». Il ouvre la boîte à déjeuner et ne peut retenir ses larmes en voyant ce qu'il y a à l'intérieur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Jacques Turner conduisait résolument à travers les rues de la ville par un jeudi après-midi ensoleillé. Le soleil de fin de journée filtrait par les fenêtres de sa voiture importée, se reflétant sur le tableau de bord en cuir alors qu'il cherchait la bonne rue. À 32 ans, héritier de la chaîne Turner Market, Jacques vivait entouré de luxe et de privilèges. Pourtant, quelque chose dans sa vie ne semblait pas juste. Des réunions interminables, des rapports financiers, des décisions froides basées uniquement sur des chiffres, rien de tout cela ne comblait le vide que même toutes ses possessions matérielles ne pouvaient effacer. « Ça doit être par ici », murmura-t-il pour lui-même, ralentissant à l'approche d'un coin familier. Quelques jours auparavant, en rentrant d'une réunion d'actionnaires, Jacques était passé par ce quartier et avait remarqué une petite école publique. Rien de remarquable, juste un bâtiment simple avec une cour de récréation colorée et des enfants qui jouaient. Mais cette image lui était restée en tête, un contraste saisissant avec le monde de l'entreprise qu'il habitait. Aujourd'hui, après une autre réunion qui lui avait semblé inutile, il avait décidé qu'il devait faire quelque chose de différent, quelque chose qui ait du sens. Quand il repéra enfin l'école, Jacques se gara et passa quelques minutes à observer le bâtiment. Des enfants couraient dans la cour, leur rire lui parvenant même à l'intérieur de la voiture. Un sourire involontaire apparut sur son visage alors qu'il attrapait une enveloppe sur le siège passager. Il est temps de faire quelque chose d'utile, pensa-t-il en sortant du véhicule. La chaleur de la journée le frappa immédiatement. Jacques desserra sa cravate coûteuse et se dirigea vers l'entrée de l'école. Son costume italien détonnait complètement dans ce décor, le faisant se sentir quelque peu déplacé, mais cela ne le dérangeait pas. Il était là pour une raison. À l'entrée de l'école, une simple table présentait une boîte presque vide contenant quelques livres pour enfants. Une pancarte faite à la main annonçait « Don de livres, aidez nos enfants à rêver ». Une femme d'âge mûr sourit en le voyant approcher. « Puis-je vous aider, monsieur ?» « Oui, » répondit Jacques, tenant fermement l'enveloppe. « J'aimerais faire un don à l'école. À qui puis-je m'adresser ?»« Le bureau est au bout de ce couloir, » indiqua-t-elle, le regardant avec curiosité. Il n'était pas courant de voir des hommes en costume dans cette école de quartier. Jacques suivit le couloir, remarquant les dessins colorés qui décoraient les murs usés. Il y avait une authenticité dans ces croquis d'enfants que même l'art coûteux de son appartement ne pouvait transmettre. Après avoir remis le chèque au bureau et poliment refusé le certificat de don qu'on voulait lui donner, Jacques décida de regarder un peu plus autour de lui. L'employé de bureau, toujours surprise par le montant du don, lui dit qu'il était libre de se promener dans l'école comme il le souhaitait. « La récréation commence maintenant, peut-être aimeriez-vous voir les enfants à la cantine ?»« C'est par là », suggéra-t-elle en indiquant un autre couloir. Jacques la remercia et se dirigea dans la direction indiquée, entendant le bruit croissant des voix d'enfants. La cantine était un grand espace simple, avec de longues tables où les enfants se rassemblaient pour manger. Certains avaient des boîtes à déjeuner colorées, d'autres recevaient les repas gratuits de l'école. C'est alors qu'il la vit. À une table dans le coin le plus éloigné, assise toute seule, une petite fille brune aux cheveux tressés jouait avec une boîte à déjeuner bleue délavée. Contrairement aux autres enfants, elle ne mangeait pas. Au lieu de cela, elle faisait semblant de servir de la nourriture dans des assiettes imaginaires, se parlant à elle-même comme si elle était dans un restaurant. « Voici votre sandwich spécial, maman », dit la fillette à l'air vide devant elle. « Et pour vous, monsieur, j'ai apporté du jus de fraise. C'est le meilleur de la ville. » Jacques sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de fascination et de tristesse. Tandis que les autres enfants mangeaient et bavardaient bruyamment en groupe, cette fille créait tout un monde à partir de rien. Son expression était si sérieuse et concentrée qu'on aurait dit qu'elle croyait vraiment aux assiettes qu'elle servait. Sans trop réfléchir à ce qu'il faisait, Jacques s'approcha d'elle. « Ce restaurant a l'air incroyable, » dit-il avec un doux sourire. « Y a-t-il une table de libre ?» La fille leva les yeux, surprise. Ses grands yeux s'écarquillèrent encore plus en voyant un adulte inconnu lui parler. Mais la surprise laissa bientôt place à un sourire radieux. « Oui, monsieur. Bienvenue au restaurant d'Émilie. » Émilie. C'était donc son nom. Jacques s'assit sur le petit banc en face d'elle, se sentant étrangement à l'aise malgré ses jambes qui passaient à peine sous la table basse. « Que recommandez-vous aujourd'hui » demanda-t-il, entrant dans le jeu.
Émilie prit une pose sérieuse et professionnelle, plaçant ses petites mains sur ses hanches. Notre spécialité est un sandwich tout compris avec du fromage fondu et des frites magiques. Et il y a un dessert surprise. Ça a l'air délicieux. Je vais prendre exactement ça. Avec des mouvements prudents, Émilie ouvrit sa boîte à déjeuner devant lui. Jacques observa discrètement et vit qu'elle était complètement vide, à l'exception d'un petit mot écrit d'une écriture d'adulte. Il parvint à lire les mots « Je suis désolé, je promets que j'enverrai quelque chose demain ». Émilie referma rapidement la boîte à déjeuner, comme si elle ne voulait pas qu'il voie ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis elle continua son jeu, faisant semblant de rassembler des ingrédients invisibles, préparant le sandwich imaginaire avec la concentration d'un chef professionnel. Voilà. Attention, c'est chaud. Jacques fit semblant de prendre le sandwich et prit une grosse bouchée. Le meilleur que j'ai jamais goûté. Comment faites-vous pour qu'il soit si délicieux? Émilie sourit, un sourire qui illumina tout son visage. Jacques sentit quelque chose bouger en lui, comme si une porte verrouillée depuis des années s'ouvrait enfin. C'est le secret du chef, répondit-elle en portant un doigt à ses lèvres. Travaillez-vous ici tous les jours? Demanda Jacques tout en continuant à faire semblant de mâcher. Oui, sauf quand il pleut beaucoup. Alors le restaurant ferme parce que le toit fuit, dit-elle d'un ton neutre. Mais demain, il sera ouvert. Vous reviendrez? La question, posée avec une innocence si pleine d'espoir, prit Jacques au dépourvu. Il remarqua que certains enfants aux tables voisines les regardaient curieusement. Certains chuchotaient, d'autres gloussaient doucement. Mais Émilie ne semblait pas s'en soucier. Son petit monde imaginaire était plus réel et important que n'importe quel jugement extérieur. « Bien sûr que je reviendrai », répondit Jacques, sentant pour la première fois depuis longtemps qu'il faisait une promesse qu'il voulait vraiment tenir. L'image de la boîte à déjeuner vide avec ce simple mot ne quittait pas l'esprit de Jacques. Un message d'une mère à son enfant, « Je suis désolé, je promets que j'enverrai quelque chose demain ». Ces mots le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. Une promesse d'un lendemain meilleur, des excuses. Il imaginait la mère d'Émilie écrivant ces mots, essayant d'adoucir la réalité pour sa fille, promettant quelque chose qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. Pendant qu'Émilie continuait à servir de la nourriture imaginaire, racontant des histoires sur ses clients réguliers et les plats spéciaux qu'elle inventait, Jacques l'observait avec une admiration croissante. Comment un si petit enfant pouvait-il créer autant de joie à partir d'une situation si difficile? Comment pouvait-elle maintenir cette dignité, cette créativité, alors que la réalité autour d'elle était si dure? La cloche sonna, annonçant la fin de la récréation. Émilie referma soigneusement la boîte à déjeuner. Le restaurant ferme maintenant, monsieur. Revenez demain, d'accord? Je viendrai, je le promets, répondit Jacques avec une sincérité qui le surprit lui-même. Alors que les enfants retournaient dans leur salle de classe, Jacques resta assis, fixant la boîte à déjeuner bleue délavée qu'Émilie portait si fièrement. Sur le chemin du retour vers sa voiture, il ne pouvait chasser l'image d'Émilie servant de la nourriture imaginaire, préservant sa dignité par la créativité. Le mot « je suis désolé, je promets que j'enverrai quelque chose demain » résonnait dans ses pensées. De retour dans son monde de luxe et de confort, Jacques passa le reste de la journée distrait. Pendant les réunions suivantes, il voyait le visage d'Émilie dans les rapports financiers. Il pensait à la boîte à déjeuner vide. Au dîner, dans son spacieux appartement, il regarda son propre repas. Pour la première fois depuis des années, ressentit une profonde honte. Cette nuit-là, allongé dans son lit coûteux surplombant la ville illuminée, Jacques prit une décision. Demain, ce mot dans la boîte à déjeuner d'Émilie deviendrait réel. Pour elle, il y aurait un lendemain différent. Et pour Jacques aussi. Jacques se réveilla plus tôt que d'habitude le lendemain matin. Pour la première fois depuis longtemps, il n'eut pas besoin de réveil pour sortir du lit. Le souvenir de la boîte à déjeuner vide d'Émilie l'avait suivi toute la nuit, et il avait déjà un plan clair en tête. Après une douche rapide, Jacques enfila des vêtements plus décontractés un jean et une chemise simple, troquant son costume habituel contre quelque chose de moins intimidant. En route pour l'école, il s'arrêta dans un grand magasin dès l'ouverture et choisit une nouvelle boîte à déjeuner colorée avec des étoiles et des planètes. Parfait, pensa-t-il en imaginant le sourire d'Émilie. L'arrêt suivant fut une épicerie fine. Jacques n'était pas tout à fait sûr de ce qu'une petite fille comme Émilie aimerait manger, alors il demanda de l'aide au vendeur. « C'est pour une petite fille », expliqua-t-il, se sentant étrangement gêné. « Quelque chose de simple mais de bon. » Le vendeur sourit et prépara un sandwich d'Inde fromage, quelques fruits frais coupés, un jus naturel et un petit brownie au chocolat.
En payant, Jacques réalisa qu'il était plus nerveux que lors de ses réunions d'affaires les plus importantes. Quand il arriva à l'école, l'agitation du début de journée était déjà terminée. Jacques entra dans le bureau, portant soigneusement la nouvelle boîte à déjeuner. « Bonjour, j'aimerais laisser ceci pour une élève nommée Émilie », dit-il à la secrétaire. La femme le regarda avec un mélange de curiosité et de suspicion. « Êtes-vous un parent ?»« Non, je suis un ami de la famille », improvisa Jacques. « Je suis passé hier pour faire un don et j'ai rencontré Émilie. Elle m'a dit qu'elle n'apportait parfois pas de déjeuner, alors j'ai pensé aider. » La secrétaire hésita, examinant Jacques puis la boîte à déjeuner. « Je pourrais appeler son enseignante si vous préférez, » offrit-il, sentant qu'il devait clarifier ses intentions. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit et une jeune enseignante entra, portant des papiers. « Madame Miller, pouvez-vous m'aider avec ?» Elle s'interrompit en voyant Jacques. « Oh, désolé, je n'avais pas réalisé qu'il y avait quelqu'un. » La secrétaire saisit l'occasion. « Ce monsieur est venu apporter un déjeuner pour Émilie. Vous êtes son enseignante, n'est-ce pas ?» La jeune enseignante hocha la tête, regardant Jacques avec intérêt. « Oui, Émilie est dans ma classe. Êtes-vous de sa famille ?»« En fait, non, » expliqua à nouveau Jacques. « J'ai rencontré Émilie hier et je voulais faire quelque chose de gentil pour elle. J'ai apporté cette boîte à déjeuner et de la nourriture. » L'enseignante sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. « C'est très gentil de votre part. Émilie est une enfant merveilleuse. Si vous voulez, vous pouvez le lui donner en personne pendant la récréation. Cela signifiera beaucoup plus pour elle. » Jacques accepta l'offre, ressentant un soulagement immédiat. Voir la réaction d'Émilie était exactement ce qu'il voulait. Pendant les 2 heures suivantes, Jacques attendit dans un café voisin, répondant à des emails sur son téléphone sans vraiment se concentrer. Quand il retourna enfin à l'école à l'heure de la récréation, son cœur battait comme celui d'un adolescent. L'enseignante d'Émilie l'attendait à l'entrée de la cantine. « Elle est à l'intérieur, à la même table qu'hier », dit-elle avec un sourire entendu. Jacques entra, repérant immédiatement Émilie, seule à sa table d'angle, jouant une fois de plus avec sa vieille boîte à déjeuner vide. Il s'approcha lentement, cachant la nouvelle boîte à déjeuner étoilée derrière son dos. « Le restaurant est ouvert aujourd'hui ?» demanda-t-il avec un sourire. Émilie leva les yeux et son visage s'illumina en le reconnaissant. « Vous êtes vraiment revenu. J'ai promis, n'est-ce pas? Et j'ai apporté quelque chose pour vous. » Jacques posa la nouvelle boîte à déjeuner étoilée sur la table. Émilie la fixa, puis regarda Jacques, les yeux écarquillés de surprise. « C'est pour moi? Tout à toi. Et regarde, il y a quelque chose à l'intérieur. » Doucement, comme si elle manipulait un trésor précieux, Émilie ouvrit la nouvelle boîte à déjeuner. Ses yeux pétillèrent à la vue de la vraie nourriture à l'intérieur. Un vrai sandwich, du jus et un brownie. Elle regarda Jacques, son expression oscillant entre la joie et la confusion. « Mais pourquoi ?» Jacques s'assit à côté d'elle, sentant une boule dans sa gorge. « Parce que j'ai adoré votre restaurant, et chaque bon chef mérite de goûter de la vraie nourriture de temps en temps, vous ne pensez pas ?» Émilie hocha la tête sérieusement. Puis, avec un geste qui surprit complètement Jacques, elle se pencha et lui fit un câlin rapide. « Je m'appelle Jacques, » dit-il, se sentant étrangement ému. « Merci, Jacques, » répéta-t-elle avant de tourner son attention vers le sandwich. Elle en prit une bouchée et sourit, la bouche pleine. « C'est vraiment bon. » Jacques regarda Émilie manger avec appétit. Après quelques bouchées, elle s'arrêta et regarda autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. « Tu veux partager avec moi ? Il y en a plein, » offrit-elle. La générosité spontanée de la fille, même après avoir eu faim, toucha profondément Jacques. « Non, c'est tout pour toi. J'ai déjà mangé, mais merci. » Émilie continua à manger, mais maintenant elle parlait entre les bouchées, comme si la vraie nourriture avait aussi ouvert la porte à une vraie conversation. « Ma maman va être contente. Elle est triste quand il n'y a pas de nourriture à mettre pour moi et ma petite sœur. »« Tu as une sœur ?» demanda Jacques, sincèrement intéressé. « Oui, Lily. Elle est encore petite, seulement 3 ans. Elle va à la garderie. La maîtresse là-bas lui donne à manger. » Émilie fit une pause pour prendre une gorgée de jus. « Ma maman travaille beaucoup, tu sais. Elle nettoie des maisons maintenant. »« Nettoie des maisons ?» Émilie hocha la tête, son visage montrant un sérieux d'adulte. Elle a perdu son travail au supermarché. Maintenant, elle nettoie des maisons et parfois elle coud. Elle fait tout ce qu'elle peut. La fille sourit, un sourire plein de fierté. « C'est la meilleure maman du monde. »
Jacques sentit une douleur dans sa poitrine. Le supermarché? Se pourrait-il que la mère d'Emily ait travaillé dans l'un des magasins Turner Market? Elle doit être une personne très spéciale, commenta-t-il, essayant de garder sa voix stable. Elle l'est. Elle m'a appris à jouer au restaurant. Emily termina son sandwich et prit le petit récipient de fruits. Quand on n'a pas de vraie nourriture, on fait semblant. Alors mon ventre ne me fait pas aussi mal, tu sais. Jacques déglutit difficilement. Non, il ne savait pas. Il n'avait jamais vraiment eu faim dans sa vie privilégiée. C'est pour ça que tu as un restaurant si cool, demanda-t-il, essayant de garder le ton léger. Emily rayonna de fierté. Oui. Un jour, j'aurai un vrai restaurant et personne n'aura faim. Tout le monde pourra manger, même s'ils n'ont pas d'argent. Le rêve simple et généreux de cette petite fille fit honte à Jacques pour toutes les fois où il s'était plaint de sa vie. Ils bavardèrent un peu plus longtemps. Emily lui parla de ses cours, de la façon dont elle aidait sa mère à s'occuper de sa petite sœur, des différents endroits où elles avaient vécu. La cloche sonna, signalant la fin de la récréation. Emily rangea soigneusement le brownie qu'elle n'avait pas encore mangé. « Je vais en garder la moitié pour Lily », expliqua-t-elle en cassant la friandise en 2 morceaux inégaux, un plus gros pour sa sœur. Jacques sentit quelque chose bouger en lui, comme une pièce manquante d'un puzzle qui se mettait enfin en place. Cet enfant qui avait si peu lui enseignait la générosité et l'amour d'une manière qu'aucun de ses mentors en affaires n'avait jamais fait. « Puis-je revenir demain ?» demanda Jacques, se sentant aussi vulnérable qu'un enfant. Le visage d'Emily s'illumina à nouveau. « Oui. Le restaurant d'Emily est toujours ouvert pour vous. » Elle attrapa les 2 boîtes à déjeuner, l'ancienne et la nouvelle, et courut rejoindre la file d'enfants qui retournaient en classe. À mi-chemin, elle se retourna et fit un signe de la main à Jacques. Il lui répondit par un sourire qui venait du fond de son âme. Jacques savait que quelque chose avait changé en lui, quelque chose d'irréversible. Et pour la première fois depuis des années, il n'en avait pas peur. Au contraire, il se sentait vraiment vivant. Le siège social de Turner Market occupait les 3 derniers étages d'un gratte-ciel du centre-ville. Depuis son bureau au dernier étage, Jacques pouvait voir toute la métropole s'étendre jusqu'à l'horizon. Normalement, cette vue le faisait se sentir puissant, au sommet du monde. Aujourd'hui, cependant, il ne pouvait penser qu'à la petitesse d'Emily à sa table d'angle dans la cantine de l'école. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'il avait apporté la boîte à déjeuner à Emily. 3 jours pendant lesquels il avait tenu sa promesse de revenir, apportant toujours un déjeuner différent. 3 jours pendant lesquels il en avait appris un peu plus sur elle à travers de simples conversations pendant la récréation. Mais aujourd'hui, Jacques était de retour dans son propre monde. Assis dans son fauteuil en cuir, il regardait son écran d'ordinateur sans vraiment voir les chiffres du tableur. Tout ce qu'il voyait, c'était le sourire d'Emily quand elle avait reçu la nouvelle boîte à déjeuner. « Jacques, vous m'écoutez ?» La voix de son assistant le ramena à la réalité. Martin se tenait devant lui, tenant un dossier de documents, l'air préoccupé. « Désolé, Martin. Que disiez-vous ? » La réunion du conseil d'administration. Elle commence dans 5 minutes. Jacques hocha la tête, passant une main sur son visage. « D'accord, j'arrive. » Pendant toute la réunion, alors qu'il discutait de la fermeture de 3 autres magasins pour optimiser les opérations et maximiser le profit par mètre carré, Jacques resta agité. Chaque fois qu'il entendait des termes comme « réduction nécessaire du personnel » et « ajustement structurel », il pensait à Emily parlant de sa mère qui avait perdu son emploi. Combien de mères célibataires se cachaient dans ces graphiques? Combien d'autres enfants comme Emily apportaient des boîtes à déjeuner vides à l'école? Quand la réunion se termina enfin, Jacques sentit un poids qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Au lieu de retourner à son bureau, il décida de partir plus tôt. Il avait besoin de clarifier ses pensées, de mieux comprendre ce qu'il ressentait. Le lendemain, Jacques annula ses rendez-vous et se rendit à l'école d'Emily. Il était déterminé à en savoir plus, à mieux comprendre la situation. La directrice l'accueillit dans son petit bureau, semblant sincèrement heureuse de le revoir. « Monsieur Turner. Emily ne cesse de parler de vous et des boîtes à déjeuner. C'est une belle chose que vous avez faite. » Jacques sourit, mal à l'aise face aux éloges. « C'est la moindre des choses. En fait, j'aimerais en savoir plus sur sa situation, afin de pouvoir aider de manière plus efficace. » La directrice soupira, son expression devenant plus sérieuse. « Emily est l'une de nos élèves les plus brillantes, le saviez-vous ? Elle a une imagination incroyable et une adaptabilité que la plupart des adultes n'ont pas. » J'ai remarqué, acquiesça Jacques. Elle m'a parlé de sa mère qui a perdu son emploi et qui travaille maintenant comme femme de ménage.
Oui, Rachel Miller. Une femme remarquable. La directrice feuilleta un dossier sur son bureau. Elle est toujours présente aux réunions scolaires, même avec 2 emplois. Elle ne se plaint jamais, mais je vois à quel point c'est difficile depuis qu'elle a perdu son emploi stable. Jacques sentit une curiosité croissante. Connaissez-vous par hasard le nom complet de la mère d'Emily et peut-être où elles vivent? La directrice l'étudia un instant, comme pour évaluer ses intentions. Monsieur Turner, puis-je vous demander quel est votre réel intérêt pour cette famille? Jacques n'était pas préparé à une question aussi directe. Il hésita, cherchant les mots justes. Rencontrer Emily m'a donné envie d'aider plus directement. Peut-être que je peux faire quelque chose qui fasse vraiment une différence pour elle. La directrice sembla évaluer ses paroles, cherchant des signes de malhonnêteté ou de motifs cachés. Quoi qu'elle ait vu, cela dut la satisfaire, car son expression s'adoucit. Le nom de la mère est Rachel Miller. Elle prit un papier et nota quelque chose. Et voici leur adresse. Jacques tint le papier avec précaution. Merci. Je vous fais confiance, monsieur Turner, ajouta sérieusement la directrice. Jacques hocha la tête, sentant le poids de cette confiance. Il retourna à sa voiture et regarda l'adresse dans ses mains. C'était un quartier modeste, loin du centre-ville où il vivait. Vérifiant sa montre, il réalisa qu'il était temps d'aller rencontrer Rachel Miller. Le quartier où vivaient Rachel et Emily se trouvait à la périphérie de la ville. Jacques conduisait lentement, remarquant les maisons simples et bien entretenues, certaines avec de petits jardins devant, d'autres avec des vélos appuyés contre des murets. Des enfants jouaient sur les trottoirs, profitant du soleil de fin d'après-midi. Au fur et à mesure qu'il suivait le GPS, le paysage changea subtilement. Les maisons devinrent plus petites, plus rapprochées. Quelques petits immeubles d'appartements apparurent parmi elles. Jacques réduisit encore sa vitesse, vérifiant les numéros des maisons. Il trouva finalement l'adresse. C'était un petit immeuble de 2 étages avec une façade usée mais propre. Des plantes en pot décoraient l'entrée et un escalier extérieur menait au 2e étage. Jacques se gara de l'autre côté de la rue et resta là quelques minutes, observant simplement. Qu'était-il en train de faire? De quel droit faisait-il irruption dans la vie de cette famille? Que dirait-il quand la porte s'ouvrirait? Il était sur le point d'abandonner quand il vit Emily descendre l'escalier extérieur, tenant la main d'une jeune femme qui portait un enfant plus petit dans ses bras. Emily portait le même uniforme scolaire, mais semblait différente, plus légère, plus enfantine, loin de son rôle de chef à l'école. La femme avec elle ou Rachel, supposa-t-il, était simplement belle, d'une manière naturelle. Des cheveux noirs comme ceux d'Emily, attachés à la hâte en un chignon, un visage fatigué mais gentil, et portant des vêtements simples et usés. La plus jeune fille, vraisemblablement Lily, était pratiquement une version miniature d'Emily. Jacques sortit de la voiture, sentant son cœur s'emballer. Emily le repéra immédiatement. « Regarde maman, c'est Jacques !» s'exclama-t-elle, lâchant la main de sa mère et courant vers lui. Rachel s'arrêta brusquement, alerte, rapprochant la plus jeune fille d'elle, tandis qu'Emily serrait les jambes de Jacques avec la familiarité facile que montrent les enfants lorsqu'ils font confiance à quelqu'un. « Salut Emily !» Jacques sourit à la fille, puis regarda Rachel qui l'observait avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Bonjour. Je suis Jacques Turner. Désolé de débarquer à l'improviste. » Rachel s'approcha lentement, tenant toujours Lily. « Emily parle beaucoup de vous, dit-elle d'une voix douce mais ferme. Vous êtes l'homme de la boîte à déjeuner. » Jacques sentit son visage chauffer. « La directrice m'a donné votre adresse. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Un bref silence tomba entre eux, brisé par Emily qui tirait sur la main de Jacques. « Tu veux voir notre maison? Elle est petite, mais elle est sympa. J'aide à nettoyer tous les jours. » Rachel intervint. « Emily, je suis sûr que monsieur Turner est occupé. Il est probablement juste venu dire bonjour. » « En fait, se hâta de dire Jacques, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais beaucoup la voir. » Rachel l'examina un instant, comme si elle essayait de déterminer s'il représentait un danger. Finalement, elle hocha légèrement la tête. « Nous n'avons pas grand-chose à offrir, mais vous êtes le bienvenu pour une tasse de café. » Leur appartement était au 2e étage. Il était petit, avec seulement 2 pièces en plus de la salle de bain, mais impeccablement propre et organisé. Le salon servait également de cuisine et de salle à manger, avec une petite table contre le mur. Un canapé bien entretenu mais usé occupait le mur opposé. Quelques jouets étaient soigneusement rangés dans une boîte colorée dans un coin. « Asseyez-vous, s'il vous plaît », indiqua Rachel vers le canapé, posant Lily par terre qui courut vers la boîte de jouets.
je vais faire du café. Pas besoin de vous déranger, dit Jacques, mal à l'aise, s'asseyant sur le petit canapé. Ce n'est pas un dérangement, répondit Rachel avec un léger sourire. C'est le moins que je puisse offrir à quelqu'un qui a été si gentil avec ma fille. Pendant que Rachel préparait le café, Émilie s'assit à côté de Jacques, excitée de lui montrer son petit coin dans le salon, une petite étagère avec des livres de la bibliothèque et des dessins scotchés au mur. Ça, c'est toi, dit-elle en montrant un dessin coloré où un grand homme en costume tenait ce qui semblait être une boîte à déjeuner. Et ça, c'est moi avec la nouvelle boîte à déjeuner que tu m'as donnée. Jacques sentit une boule dans sa gorge. C'est magnifique, Émilie. Là, c'est maman. Émilie désigna une autre silhouette sur le dessin. Et là, c'est Lily. Nous sommes une famille. Jacques remarqua qu'il était aussi dans le dessin de la famille d'Émilie, et cela l'émut profondément. Rachel revint avec 2 tasses de café, les posant sur la petite table. Émilie, s'il te plaît, emmène ta sœur dans la chambre un petit moment. Je veux parler à Monsieur Turner. C'est juste Jacques, maman, corrigea Émilie avec la simplicité d'un enfant. Viens Lily, on va jouer au restaurant. Quand les filles furent parties, Rachel s'assit à l'autre bout du canapé, tenant sa tasse à 2 mains, comme pour chercher de la chaleur. Merci, dit-elle simplement. Pour ce que vous avez fait pour Émilie. Ce n'est rien, répondit Jacques, se sentant étrangement embarrassé. Émilie est une enfant incroyable. Oui, elle l'est, sourit Rachel, un sourire maternel fier. Mais il n'est pas courant qu'un étranger sans souci comme ça. Surtout quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi ? Rachel fit un geste vague. Votre voiture, vos vêtements ? Il est évident que vous venez d'un monde différent du nôtre. Jacques ne pouvait pas argumenter. Elle avait raison, bien sûr. Émilie m'a parlé de son restaurant, dit-il pour tenter de combler le silence. Rachel baissa les yeux, et Jacques réalisa qu'il avait touché un point sensible. C'était mon idée, admit-elle, sa voix plus douce. Quand nous n'avions pas de vraie nourriture à mettre dans sa boîte à déjeuner, je lui ai dit de faire semblant que c'était un restaurant. Elle fit une pause, prenant une gorgée de café. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle le prendrait si au sérieux. C'est une idée incroyable, dit Jacques sincèrement. Transformer quelque chose de triste en jeu. Rachel croisa son regard pour la première fois depuis qu'ils étaient assis. On fait tout ce qu'on peut pour ses enfants, Monsieur Turner. Pour les protéger, pour qu'ils ne sentent pas tout le poids. Quelque chose dans sa façon de parler, dans la dignité tranquille de ses mots, donna envie à Jacques d'en savoir plus. Émilie a mentionné que vous aviez perdu votre emploi, s'aventura-t-il prudemment. Rachel hocha la tête, posant sa tasse sur la table. Je travaillais comme caissière chez Turner Market. J'y suis resté près de 10 ans. Un jour, ils ont annoncé que ce magasin fermait. Ils m'ont licencié par email. Pas d'explication, pas de plan. Depuis, je nettoie des maisons, je couds, tout ce qui se présente. Tout pour mettre de la nourriture sur la table. Parfois, même pas ça. Jacques eut l'impression que quelqu'un lui avait donné un coup de poing dans l'estomac. Turner Market. L'entreprise de sa famille. L'entreprise qu'il aidait à diriger. Rachel fit une pause et sourit, regardant vers la chambre où l'on entendait les rires des filles. Mais ma fille, elle ne s'est jamais plainte. Elle prenait sa boîte à déjeuner vide et souriait quand même. Elle disait que c'était juste temporaire. Et elle s'écrivait des mots à elle-même quand je ne pouvais pas. Jacques écouta en silence, la gorge serrée. Quelque chose en lui commençait à changer, définitivement. Ce n'était plus seulement une histoire triste sur la famille d'une étrangère. C'était une conséquence directe des décisions que sa famille et lui-même prenaient chaque jour, sans tenir compte des personnes derrière les chiffres. Ça a dû être difficile, réussit-il enfin à dire. Rachel haussa les épaules, un geste qui portait à la fois la résignation et la force. C'est la vie pour les gens comme nous. Des portes se ferment, il faut trouver des fenêtres. Ce qui compte, c'est que mes filles soient en bonne santé et ensemble. Nous avons un toit, et la plupart du temps, de la nourriture. C'est plus que beaucoup non. Jacques regarda autour de lui le petit appartement propre, écouta les filles rire dans la pièce voisine. Il pensa à son propre Penthouse, immense et vide. À combien de réunions avait-il assisté où l'on parlait d'optimisation du personnel et de fermeture d'unités non rentables? Combien de Rachel Miller avaient été affectées par ces décisions? Je ne savais pas, dit-il, plus pour lui-même que pour elle. Comment auriez-vous pu? Répondit Rachel sans amertume dans la voix. Les gens qui prennent ces décisions ne voient jamais qui est de l'autre côté. Pour eux, nous ne sommes que des chiffres sur une feuille de calcul.
Un lourd silence s'installa entre eux, seulement brisé par les rires des filles dans l'autre pièce. « Je veux aider, » dit enfin Jacques, regardant directement Rachel. « Vraiment ?» Rachel l'étudia un instant, comme si elle essayait de lire ses véritables intentions. « Pourquoi ? Pourquoi vous souciez-vous de ce qui nous arrive ?» C'était une question juste, et Jacques se devait d'être honnête. Parce qu'Émilie m'a montré quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Son courage, son imagination, sa générosité même quand elle n'avait rien à donner. Il fit une pause, choisissant ses mots. « Je veux faire quelque chose qui compte vraiment, pour la première fois de ma vie. » Rachel ne répondit pas immédiatement. De la chambre, on entendit Émilie expliquer à Lily comment servir les clients dans son restaurant imaginaire. « Vous semblez être un homme bon, Jacques, » dit enfin Rachel. « Mais nous n'avons pas besoin de charité. Nous avons besoin de dignité. D'un travail honnête. De savoir que demain ne sera pas pire qu'aujourd'hui. » Jacques hocha la tête, sentant le poids de ces mots simples et vrais. Il n'avait pas de réponse immédiate, mais il savait qu'il ne pouvait pas simplement retourner à sa vie normale après aujourd'hui, après avoir vu le foyer derrière cette boîte à déjeuner. Émilie revint en courant dans la pièce, tenant un dessin. « J'ai fait ça pour toi, Jacques », annonça-t-elle en lui tendant le papier coloré. C'était un nouveau dessin du restaurant d'Émilie, mais cette fois avec des clients aux tables, y compris Jacques, Rachel et Lily. « C'est le meilleur restaurant du monde, » dit Jacques, la voix étranglée par l'émotion. Il regarda Rachel et vit quelque chose dans ses yeux, un mélange de protection maternelle, de fierté, peut-être, juste peut-être, une faible lueur d'espoir. Jacques descendit les escaliers du petit immeuble d'un pas lourd. Le ciel s'assombrissait déjà, peignant la ville de nuances profondes de bleu. Les mots de Rachel résonnaient encore dans son esprit. Turner Market. Son entreprise. Sa famille. Sa responsabilité. Assis dans sa voiture, il ne démarra pas tout de suite le moteur. Il avait besoin d'un moment pour traiter tout ce qu'il avait découvert. Parfois, les coïncidences de la vie étaient cruelles. De tous les enfants aux boîtes à déjeuner vides, il avait trouvé Émilie, la fille d'une ancienne employée de l'entreprise de sa famille. L'image de Rachel décrivant comment elle avait été licenciée par email après 10 ans de service loyal ne quittait pas son esprit. Pas d'explication, pas de plan. Ces mots le hantaient longtemps. Il démarra enfin la voiture et retourna vers le centre-ville. Les lumières des magasins et des restaurants semblaient maintenant d'une luminosité offensante. Les visages des gens sur les trottoirs, ignorant béatement les Rachel et les Émilie du monde. Le concierge de son immeuble de luxe le salua avec la déférence habituelle. « Bonsoir, monsieur Turner. » Jacques répondit automatiquement, prenant l'ascenseur jusqu'à son penthouse. Jamais auparavant le contraste entre sa vie et celle de gens comme Rachel n'avait été aussi flagrant. Son appartement, spacieux et élégamment décoré, lui parut soudain trop grand, trop froid. Jacques jeta ses clés sur la table et se dirigea vers son bureau à domicile. Il devait confirmer un soupçon qui le rongeait maintenant de l'intérieur. Il alluma son ordinateur et se connecta au réseau de l'entreprise. Il avait accès à pratiquement tous les documents de l'entreprise, un privilège de son nom de famille. Il commença à chercher les archives des fermetures de magasins des dernières années. Unité 237, quartier A. Fermeture approuvée le 17 janvier. Le dossier apparut à l'écran, et Jacques l'ouvrit, le cœur battant. Le rapport était froid et technique, comme tous les documents d'entreprise. Analyse de rentabilité, projection de coûts, recommandations pour la réaffectation des actifs. Dans la section sur l'impact des ressources humaines, une pièce jointe listait les employés qui seraient licenciés. Jacques passa son doigt sur l'écran, cherchant un nom spécifique. Et puis, il était là. Miller, Rachel à caissière senior. 9 ans et 8 mois de service. Licenciement sans recommandation de reclassement. Un frisson lui parcourut l'échine. Jacques se souvint vaguement de cette réunion. C'était au début de l'année, une parmi des dizaines de réunions similaires. Il avait approuvé la décision sans poser beaucoup de questions, faisant confiance à l'analyse des départements finances et opérations. Poursuivant ses recherches, il trouva le modèle de mail qui avait été envoyé aux employés. Impersonnel, direct, presque mécanique. Cher R. employé, nous avons le regret de vous informer qu'en raison de la réorganisation stratégique de l'entreprise, l'unité où vous travaillez cessera ses activités dans les 30 jours. Nous sommes au regret de vous annoncer que votre poste sera supprimé sans possibilité de reclassement pour le moment. Jacques ferma l'email, se sentant nauséeux. C'était ce que Rachel avait reçu après près d'une décennie de service. Un formulaire standard,
probablement sans même son nom correctement orthographié dans certains cas. Dans le coin de l'écran, il remarqua la liste des approbateurs du document. Son nom y figurait, avec sa signature numérique. Il avait approuvé tout cela, sans jamais penser aux vraies personnes derrière les chiffres. Jacques se leva et se dirigea vers la fenêtre. La ville brillait en contrebas, des milliers de lumières représentant des milliers de vies. Combien de ces lumières appartenaient à des personnes qui avaient été affectées par ces décisions? Combien d'enfants comme Émilie, à ce moment précis, jouaient avec des boîtes à déjeuner vides parce qu'il avait signé un document sans en considérer les conséquences? Le poids de la responsabilité tomba sur ses épaules comme jamais auparavant. Ce n'était pas seulement de la tristesse qu'il ressentait, c'était un profond remords. Une culpabilité qu'il ne pouvait ignorer. Jacques retourna à l'ordinateur et ouvrit d'autres rapports, d'autres emails, d'autres documents. L'histoire se répétait dans chaque dossier. Décision froide, vise irrémédiablement changée, et son nom, sa signature, sa participation silencieuse à tout cela. Les heures passèrent tandis qu'il creusait plus profondément dans la vérité qu'il n'avait jamais voulu voir. Quand il s'éloigna de son bureau, il était déjà plus de minuit. Son corps était épuisé, mais son esprit tournait encore à plein régime. Jacques se versa un verre et s'assit sur le canapé sombre. L'image d'Émilie offrant de la nourriture imaginaire dans son restaurant prenait maintenant une signification complètement nouvelle. Ce n'était pas seulement un jeu d'enfant, c'était une stratégie de survie. Une tentative courageuse de garder sa dignité, de transformer la faim en quelque chose de moins douloureux. Et ce mot dans la boîte à déjeuner, « Je suis désolé, je promets que j'enverrai quelque chose demain ». Combien de fois Rachel avait-elle écrit ces mots, promettant ce qu'elle ne savait pas si elle pourrait tenir? Combien de nuits avait-elle passé éveillée, s'inquiétant de ce que ses filles mangeraient le lendemain? Tout cela à cause de décisions comme celles qu'il signait presque tous les jours. Jacques posa le verre sur la table et se dirigea vers sa chambre. Il s'allongea sur le lit king size, fixant le plafond. Le silence de l'appartement était assourdissant. Quelque part dans la ville, Émilie et Lily dormaient probablement ensemble dans un petit lit, tandis que Rachel était peut-être encore éveillée, inquiète des factures, de l'avenir. Le sommeil ne vint pas. Jacques se tourna et se retourna, tourmenté par les pensées et les images. Émilie dessinant son restaurant. Rachel tenant sa tasse de café à deux mains, comme pour chercher de la chaleur. Lily courant jouer avec sa grande sœur, inconsciente des difficultés environnantes. Vers 3 heures du matin, Jacques se leva. Il savait qu'il ne dormirait pas. Il retourna dans le salon et s'assit à nouveau, cette fois sans verre. Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de sa vie, il sentit qu'il devait faire quelque chose de vraiment courageux. Ce ne serait pas facile. Ce ne serait pas confortable. Il ne s'agirait pas seulement de signer un chèque généreux ou de faire un don anonyme. Cela devait être réel. Quelque chose qui ferait vraiment une différence. Pas pour apaiser sa culpabilité, bien que la culpabilité fût réelle et méritée, mais pour honorer quelque chose qu'il avait vu dans cette boîte à déjeuner vide, dans ce petit appartement bien rangé, dans cette famille qui refusait d'être vaincue. Il y avait vu de l'espoir. Un espoir têtu, résilient, qui refusait de céder même dans les circonstances les plus difficiles. Un espoir qui méritait d'être récompensé par des actions, pas seulement des mots ou des promesses vides. Quand le soleil commença à se lever, peignant le ciel de rose et d'or, Jacques avait déjà un plan. Ce ne serait pas simple. Il ferait probablement face à de la résistance, peut-être même au ridicule. Mais pour la première fois depuis longtemps, il sentait qu'il était sur le point de faire quelque chose qui comptait vraiment. Quelque chose qui pourrait, peut-être, commencer à corriger une injustice qui n'aurait jamais dû se produire. Le siège de Turner Market occupait un imposant bâtiment dans le quartier financier de la ville. La façade en verre reflétait le ciel clair du matin alors que les employés se dépêchaient d'entrer pour une autre journée de travail. Jacques traversa le hall principal d'un pas déterminé, ignorant les salutations respectueuses qu'il aurait normalement retournées. Son esprit était concentré sur une chose, la conversation qu'il allait avoir avec son père. Thomas Turner, fondateur et président de la chaîne de supermarchés, venait d'avoir 65 ans mais avait toujours la vigueur et la détermination qui l'avaient transformé du propriétaire d'une petite épicerie en l'un des hommes d'affaires les plus prospères de la région. C'était un homme pratique, direct, et de l'avis de beaucoup, impitoyable en affaires. Jacques avait programmé la réunion tôt le matin, sachant que son père arrivait toujours avant tout le monde. Il avait besoin de ce moment privé, sans autre cadre ni la secrétaire qui filtrait les informations allant au président. « Bonjour, fils. » La voix grave de Thomas résonna alors que Jacques entrait dans le grand bureau présidentiel.
L'homme plus âgé se tenait près de la fenêtre, observant la ville qui s'éveillait lentement. « C'est rare de te voir ici si tôt. Quelque chose s'est passé ?» Jacques prit une profonde inspiration avant de répondre. « Nous devons parler de quelque chose d'important, papa. » Thomas se retourna, étudiant son fils avec ce regard pénétrant qui intimidait des cadres bien plus expérimentés que Jacques. « Ça a l'air sérieux. Assieds-toi. »« Je préfère rester debout, » répondit Jacques, sentant une fermeté inhabituelle dans sa propre voix. Thomas haussa un sourcil mais n'insista pas. Il se dirigea vers son bureau et s'appuya contre son bord, croisant les bras. « Je t'écoute. » Jacques n'avait pas répété ce qu'il allait dire. Il savait juste qu'il devait être honnête et direct. « J'ai récemment rencontré une famille. Une mère célibataire, 2 jeunes filles. La mère a travaillé dans l'un de nos magasins pendant près de 10 ans. Elle a été licenciée lorsque nous avons fermé le magasin de l'East Side. » Thomas resta impassible. « Nous avons fermé de nombreux magasins ces dernières années, Jacques. Ça fait partie des affaires. Les moins rentables nous permettent d'investir dans des emplacements plus prometteurs. » « Je sais. J'ai approuvé presque toutes ces décisions, » fit une pause Jacques. « Mais je n'avais jamais vu l'autre côté de l'équation. Les vraies personnes affectées par nos décisions. »« Les affaires sont les affaires, » répondit Thomas avec un soupir. « Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. » « Je ne parle pas de sauver tout le monde. Je parle de cette famille spécifique. » Jacques s'approcha, maintenant le contact visuel. « Elle s'appelle Rachel Miller. Elle a été licenciée par email, sans préavis adéquat, sans plan de transition. Maintenant, elle nettoie des maisons pour subvenir aux besoins de ses filles. L'aînée, Emily, apporte une boîte à déjeuner vide à l'école et fait semblant de servir à manger. » Thomas fronça les sourcils. « Comment as-tu rencontré cette famille ? » C'est une longue histoire. L'important, c'est que j'ai vu de mes propres yeux l'impact de nos décisions. Des décisions que j'ai aidé à prendre. Un lourd silence emplit le bureau. Thomas étudia son fils avec une expression complexe, un mélange de surprise, de respect et peut-être une trace d'inquiétude. « Alors, qu'as-tu l'intention de faire à ce sujet ?» demanda-t-il enfin. Jacques s'attendait à cette question. « Je veux la réembaucher. Lui donner un nouveau poste dans l'entreprise, avec stabilité et respect. Quelque chose qui utilise ses compétences et son expérience, mais qui offre aussi un meilleur avenir pour elle et ses filles. » Thomas décroisa les bras et se dirigea lentement vers la machine à café dans le coin de la pièce. Il se versa une tasse avant de répondre. « Tu sais que nous ne pouvons pas faire d'exception comme celle-ci. Nous avons des protocoles, des politiques d'embauche. Si nous faisons cela pour une ancienne employée, nous devrons le faire pour tous. Je ne demande pas que nous changions toute la politique de l'entreprise, » contra Jacques, tenant bon. « Je dis que dans ce cas précis, nous avons commis une erreur et je veux la réparer. » Thomas prit une gorgée de son café, observant son fils par-dessus le bord de la tasse. Quelque chose dans le regard de Jacques semblait différent, une détermination que Thomas n'avait pas l'habitude de voir. « Pourquoi est-ce si important pour toi, Jacques ? Ce n'est qu'un licenciement parmi les centaines que nous approuvons chaque année. » Jacques réfléchit un instant. C'était une question juste. « Parce que j'ai vu le visage derrière les chiffres, papa. J'ai vu une femme digne luttant pour garder l'espoir vivant pour ses filles. J'ai vu une petite fille transformer la faim en jeu pour que sa mère ne se sente pas coupable. » Il fit une pause pour choisir ses mots. « Et parce que je sais que nous pouvons faire mieux. Que je peux faire mieux. » Thomas posa sa tasse sur le bureau et étudia son fils en silence. Derrière son expression sérieuse, quelque chose comme de la fierté commençait à se former. « Es-tu prêt à en assumer la responsabilité personnelle ?» demanda-t-il enfin. « Trouver un poste approprié pour elle, la former si nécessaire, t'assurer que cela fonctionne pour l'entreprise et pour elle. » « Je le suis, » répondit Jacques sans hésitation. « C'est exactement ce que je veux faire. » Thomas s'avança jusqu'à se tenir face à face avec son fils. « Ce ne sera pas facile. Le conseil d'administration posera des questions. D'autres cadres parleront. Certains diront que tu agis par sentimentalité plutôt que par logique commerciale. Laisse-les parler. » Jacques maintint son regard stable. « Je n'essaie pas de révolutionner l'entreprise. Je veux juste corriger quelque chose que nous avons mal fait. Et peut-être, au passage, rappeler à tout le monde qu'il y a de vraies personnes derrière chaque décision que nous prenons. » Une lueur de sourire traversa le visage habituellement sérieux de Thomas. « Tu sais, ton grand-père disait qu'une bonne affaire profite à toutes les parties impliquées. Peut-être avons-nous un peu perdu cela de vue ces dernières années. » Il fit une pause. «
Très bien, Jacques. Tu as mon approbation pour la réembaucher. Mais c'est entièrement ta responsabilité. Jacques hocha la tête, acceptant le défi. Merci, papa. Ne me remercie pas encore, répondit Thomas en retournant à son bureau. Le plus dur reste à venir. Tu devras dire la vérité à cette femme. Qui tu es et quel rôle tu as joué dans son licenciement. Ensuite, tu devras la convaincre de revenir dans la même entreprise qui l'a mise au rebut. Jacques y avait déjà pensé. L'idée de révéler son identité à Rachel l'effrayait, mais il savait que c'était nécessaire. Je sais. Et c'est ce que je compte faire. Je ne veux rien cacher. Je veux corriger cette erreur de la manière la plus honnête possible. Thomas s'assit dans son fauteuil, considérant son fils avec une nouvelle expression, comme s'il le voyait vraiment pour la première fois. Tu as changé, Jacques. Qu'est-ce qui s'est passé? Jacques pensa à Émilie et à son restaurant imaginaire, à Rachel et à sa dignité tranquille, à Lily et à son avenir incertain. Disons simplement que je comprends enfin le vrai sens de ce que nous faisons ici, répondit-il simplement. Quand il quitta le bureau de son père, Jacques ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. La partie la plus facile était faite. Maintenant, il devait affronter Rachel, lui dire la vérité et espérer qu'elle accepterait sa proposition. Ce ne serait pas une conversation facile, mais rien de ce qui compte vraiment ne l'est jamais. Une leçon qu'il commençait seulement à apprendre. Jacques conduisait lentement dans les rues du quartier. Chaque pâté de maison le rapprochait d'une conversation qui pourrait tout changer, ou se terminer avant même d'avoir commencé. Le petit immeuble où vivaient Rachel et les filles semblait plus intimidant aujourd'hui. C'était la fin de l'après-midi du samedi, un moment que Jacques avait confirmé avec la directrice de l'école comme étant la meilleure chance de trouver Rachel chez elle. Il gara sa voiture et resta là quelques minutes, répétant mentalement ce qu'il allait dire. Comment expliquer qui il était vraiment? Comment parler de son rôle dans la décision qui avait changé sa vie? Il n'y avait pas de moyen facile. Seulement le moyen honnête. Avec cette pensée, Jacques sortit de la voiture et se dirigea vers l'immeuble. Il monta l'escalier extérieur d'un pas lourd, sentant chaque marche comme faisant partie d'un chemin de rédemption qui venait de commencer. Quand il frappa à la porte, il entendit des rires d'enfants de l'autre côté. Ce son le calma un peu. Il se souvint pourquoi il était là. Il ne s'agissait pas de lui ou de sa culpabilité. Il s'agissait de faire ce qui était juste. Rachel ouvrit la porte, vêtue de simples vêtements d'intérieur, les cheveux relevés en une queue de cheval décontractée. Son visage enregistra la surprise, suivi d'un sourire timide. « Jacques, nous ne vous attendions pas aujourd'hui. » Avant qu'il ne puisse répondre, Émilie arriva en courant derrière sa mère, Lily la suivant à quelques pas. « Jacques, tu es venu jouer au restaurant avec nous ?» Il sourit à la fille, sentant le poids de ce qu'il était sur le point de révéler. « Salut Émilie. En fait, je suis venu parler à ta maman de quelque chose d'important. » Rachel remarqua le sérieux dans sa voix et hocha la tête. « Émilie, emmène Lily dans la chambre et montre-lui ce nouveau jeu que tu as eu à l'école. »« D'accord. » Émilie sembla prête à protester, mais quelque chose dans l'expression de sa mère la fit accepter. « D'accord. Mais après, Jacques pourra jouer avec nous ? » « On verra, » répondit Rachel en passant une main dans les cheveux de sa fille. « Allez, maintenant. » Une fois les filles parties, Rachel invita Jacques à entrer, lui indiquant le canapé. « Voulez-vous un café ? » « Non, merci, » répondit-il en restant debout. Il se sentait trop agité pour s'asseoir. « Rachel, je dois vous dire quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû dire dès le début. » Elle croisa les bras, une posture qui montrait instinctivement de la défense. « Qu'est-ce que c'est ? » Jacques prit une profonde inspiration. C'était maintenant ou jamais. Mon nom complet est Jacques Turner. Ma famille possède Turner Market. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rachel le fixa, figée, comme si elle traitait chaque mot lentement. Ses yeux s'écarquillèrent et la couleur quitta son visage. Turner Market ? Sa voix n'était presque qu'un murmure. Oui, confirma Jacques, gardant son regard stable malgré l'envie de détourner les yeux. L'entreprise où vous avez travaillé pendant près de 10 ans. Rachel recula, comme si elle avait besoin d'une distance physique pour traiter l'information. Ses yeux, autrefois chaleureux, le scrutaient maintenant avec confusion et méfiance. « Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit avant ? Pourquoi ?» Elle s'arrêta, la réalisation se faisant jour sur son visage. « Est-ce pour ça que vous vous êtes rapproché d'Émilie ? À cause de mon licenciement ? » « Non, » dit rapidement Jacques. « Quand j'ai rencontré Émilie, je n'avais aucune idée de qui elle était. C'était une coïncidence, je le jure. »
Je n'ai découvert le lien qu'après ma première visite chez vous, quand vous avez mentionné travailler chez Turner Market. Rachel recula encore plus, s'asseyant sur l'une des chaises près de la petite table à manger. Ses yeux restaient fixés sur ceux de Jacques, cherchant le moindre indice de fausseté. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant ?» Jacques s'approcha lentement, gardant une distance respectueuse. « Parce que vous méritez de connaître toute la vérité. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « Rachel, je ne suis pas seulement le fils du propriétaire. Je suis l'un des dirigeants qui a approuvé la fermeture du magasin où vous travailliez. » L'impact de cette révélation frappa Rachel comme une vague. Ses épaules s'affaissèrent et elle porta une main à ses lèvres pour étouffer sa réaction. « Vous » Elle ne put terminer la phrase. Jacques sentit sa gorge se serrer. C'était encore pire qu'il ne l'avait imaginé. Voir le visage de Rachel, la vraie douleur dans ses yeux, était bien différent de penser abstraitement aux employés affectés. Quand je l'ai découvert, j'ai fouillé dans les dossiers. J'ai vu votre nom sur la liste des licenciements. J'ai vu l'email impersonnel que nous avons envoyé. J'ai vu qu'il n'y avait eu aucune tentative pour vous trouver un autre poste, malgré votre excellent parcours. Rachel resta silencieuse, le regardant simplement, comme si chaque mot était un autre coup. Ce que j'essaie de dire, Rachel, c'est que je suis tellement, profondément désolé. Jacques fit un autre pas en avant, suppliant presque du regard. Je n'ai jamais pensé aux vraies personnes derrière ces décisions. Aux impacts réels. Aux familles. Aux boîtes à déjeuner vides. À la mention des boîtes à déjeuner, l'expression de Rachel changea. Une lueur de vulnérabilité traversa son visage, bientôt remplacée par une expression fermée. « Pourquoi me dites-vous tout cela maintenant? Que voulez-vous de moi? Le pardon ?» Sa voix tremblait légèrement, mais il y avait aussi de la fermeté. « La dignité ?» Jacques secoua la tête. « Je ne suis pas venu en attendant le pardon. Je suis venu parce que vous méritez de connaître la vérité. Et aussi ?» Il hésita, conscient de la façon dont ses prochains mots pourraient sonner. Je suis venu offrir quelque chose de concret. Pas comme de la charité, mais comme un moyen de corriger une injustice. Rachel attendit, toujours méfiante, mais clairement intriguée. Nous ouvrons un nouveau magasin dans le quartier de Mid-City. Plus grand, avec des sections spécialisées. Nous avons besoin d'un responsable pour le département du service client, fit une pause Jacques. Je veux vous offrir ce poste. Le choc était évident sur le visage de Rachel. De toutes les choses auxquelles elle aurait pu s'attendre, cette proposition n'en faisait probablement pas partie. Responsable? J'étais caissière. Une caissière avec près de 10 ans d'expérience, d'excellentes évaluations de performance, une connaissance approfondie de nos processus et de nos valeurs. Jacques esquissa un petit sourire. De plus, quiconque parvient à élever seul 2 filles dans ces conditions a plus de compétences en gestion que la plupart de nos cadres. Rachel ne sourit pas en retour. Elle essayait toujours de tout assimiler, de saisir les implications. Pourquoi feriez-vous ça? Est-ce le remords? La culpabilité? Jacques considéra la question. Il serait facile de nier, de dire que c'était purement basé sur ses mérites. Mais il s'était promis d'être honnête. Au début, oui. Quand j'ai découvert le lien, je me suis senti coupable. Mais maintenant, il s'agit de faire ce qui est juste. Il tenta sa chance et s'assit sur le canapé, réduisant la distance physique sans envahir son espace. Rachel, vous méritez ce poste. Vous avez les qualifications, et l'entreprise serait meilleure avec des gens comme vous au poste de direction. Dans l'autre pièce, on pouvait entendre Emily servir à manger dans son restaurant imaginaire, racontant à Lily des histoires sur leurs clients réguliers. Le son sembla adoucir quelque chose chez Rachel, qui jeta un bref coup d'œil vers la chambre avant de se concentrer à nouveau sur Jacques. Et si je dis non? Alors je respecterai votre décision. Je continuerai à rendre visite à Emily, si vous me le permettez. Et j'essaierai de trouver d'autres moyens d'aider sans envahir votre vie privée ni blesser votre fierté. Rachel resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Jacques attendit, lui laissant le temps dont elle avait besoin. Quel serait le salaire? Demanda-t-elle enfin, son ton pragmatique. Jacques nomma un chiffre, plus du double de ce qu'elle avait gagné comme caissière. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent légèrement, mais elle se reprit rapidement. Et les avantages? La couverture santé? Complète, pour vous et les filles. Stabilité. Un contrat de 2 ans avec des clauses de protection, renouvelable en fonction des performances, mais avec des garanties. Rachel hocha lentement la tête, l'étudiant comme si elle essayait de lire son âme à travers ses yeux.
Pourquoi devrais-je vous faire confiance maintenant, Jacques Turner? La question le prit par surprise, non pas à cause de la question elle-même, mais à cause de l'honnêteté brute derrière elle. Parce que maintenant, je sais qui vous êtes, Rachel Miller. Pas un nom sur une feuille de calcul, pas un numéro dans une statistique. Une vraie personne, avec de vraies filles, de vrais rêves et de vraies peurs. Il esquissa un doux sourire. Et parce que j'ai fait une promesse à votre fille concernant les restaurants et les déjeuners, et j'ai l'intention de la tenir. Une lueur de sourire traversa le visage de Rachel. Elle vous adore vraiment, vous savez. Depuis le premier jour, elle n'arrête pas de parler de mon ami Jacques. Jacques sentit son cœur se serrer. C'est une enfant incroyable. Oui, elle l'est. Rachel baissa les yeux sur ses mains, puis les releva vers Jacques. Je vais réfléchir à votre offre. Je ne peux pas décider tout de suite. Bien sûr. Je comprends tout à fait. Prenez le temps dont vous avez besoin. À ce moment, Émilie se précipita de nouveau dans le salon, Lily sur ses talons. Maman, on peut montrer nos dessins à Jacques. Rachel et Jacques échangèrent un regard, et elle hocha la tête, un accord silencieux que la conversation sérieuse était terminée pour le moment. Bien sûr, ma chérie. En un rien de temps, Jacques fut entouré de dessins colorés, Émilie expliquant avec animation chaque détail. L'interaction facile et la joie simple des enfants contrastaient vivement avec la tension de la conversation qu'il venait d'avoir. Au moment où il dit au revoir, la nuit était tombée. Il remercia Rachel pour la conversation honnête et promit à Émilie qu'il reviendrait bientôt. « Je vais réfléchir à tout ce que vous avez dit », murmura Rachel à la porte, pour que les filles n'entendent pas. « Et merci d'avoir été honnête, au moins. » Jacques hocha la tête. « C'est le moins que vous méritiez. » 3 jours plus tard, Jacques reçut un appel au bureau. C'était Rachel. « J'accepte le poste », dit-elle sans préambule. « Mais à une condition. » « Quelle condition ? » « Je veux être évalué selon les mêmes normes que n'importe quel autre employé. Pas de traitement de faveur. Si je ne suis pas assez bonne, vous devrez me le dire. » Jacques sourit, admirant la dignité de cette femme. Marché conclu. Le nouveau magasin Turner Market dans le quartier de Mid-City était vraiment impressionnant. Avec 2 étages, des sections gastronomiques et biologiques, plus une boulangerie complète, il représentait la nouvelle direction que la chaîne voulait prendre. Rachel commença à y travailler 2 semaines après cet appel téléphonique décisif. Les premiers jours furent difficiles. Bien qu'elle connaisse bien les processus de l'entreprise, le poste de responsable était nouveau pour elle. Il y eut une courbe d'apprentissage et quelques regards suspicieux de la part d'autres responsables qui se demandaient comment une ancienne caissière avait obtenu une telle promotion. Mais Rachel surprit tout le monde par son dévouement et sa connaissance pratique des opérations quotidiennes du magasin. Elle savait exactement ce que les clients recherchaient, comprenait les frustrations des employés de première ligne et avait des idées pratiques pour améliorer l'expérience de chacun. Jacques lui rendait visite régulièrement au magasin, gardant les choses professionnelles sur le lieu de travail, mais il commença bientôt à fréquenter leur domicile le week-end, apportant des livres pour Émilie et des jouets éducatifs pour Lily. 1 mois plus tard, Rachel reçut son premier salaire. Le lendemain, Jacques remarqua quelque chose de différent chez elle. Une coupe de cheveux fraîche, de nouveaux vêtements et une étincelle dans les yeux qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Les filles ont déjà de nouvelles boîtes à déjeuner », commenta-t-elle avec un sourire lors d'une pause café. « Et nous cherchons un appartement plus grand, plus près de l'école. » Jacques ressentit un sentiment de satisfaction qu'aucun profit d'entreprise ne lui avait jamais procuré. « Je suis vraiment heureux de l'entendre. » À la maison, Émilie avait aussi changé. Elle jouait toujours au restaurant, mais maintenant avec de vrais ingrédients, préparant de petites collations pour tout le monde. Son sourire, toujours présent, semblait encore plus éclatant, et ses dessins colorés montraient maintenant une famille heureuse, elle-même, Lily, Rachel, et de plus en plus souvent, Jacques. La relation entre les 3 Jacques, Rachel et Émilie, grandit tranquillement, à chaque visite, chaque conversation, chaque repas partagé. Il n'y eut pas de grandes déclarations ni de promesses somptueuses, juste un respect mutuel et une affection sincère qui se développèrent naturellement. Pour Jacques, ces visites devinrent le point culminant de sa semaine. Dans son grand appartement vide, il se surprenait souvent à penser à la simple chaleur de leur foyer, à l'excitation sincère d'Émilie en le voyant arriver, à la force tranquille de Rachel face à chaque défi avec dignité et détermination. Rachel, à son tour, s'épanouit dans son nouveau rôle. La sécurité financière lui permit non seulement de mieux s'occuper de ses filles, mais aussi de redécouvrir sa propre confiance en elle.
Elle reprit ses études, suivant des cours du soir en gestion pour améliorer ses compétences professionnelles. Elle parle de vous tout le temps, mentionna Rachel un soir où Jacques était resté dîner. Les filles dormaient déjà, et ils partageaient une tasse de thé dans la petite cuisine. Surtout Émilie. Vous êtes devenue une partie de sa famille. Jacques sentit quelque chose s'agiter en lui. Vous deux êtes aussi devenus une partie de ma vie. D'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Rachel l'étudia un instant avec ce regard pénétrant qui semblait voir au-delà des apparences. Vous savez ce qui m'impressionne le plus chez vous, Jacques? Ce n'est pas que vous ayez essayé de réparer une erreur. C'est que vous avez vraiment changé. Je le vois dans la façon dont vous traitez les employés du magasin, dans les petits ajustements que vous mettez en œuvre dans l'entreprise. Jacques n'y avait jamais pensé de cette façon, mais Rachel avait raison. Sa rencontre avec Émilie et sa boîte à déjeuner vide avaient transformé non seulement ses actions, mais aussi sa perspective sur la vie. J'ai encore beaucoup à apprendre, Annie. Rachel sourit, un sourire chaleureux qui illumina tout son visage. Nous tous. Cette nuit-là, en quittant l'appartement, Jacques sut que quelque chose de fondamental avait changé dans sa vie. La vérité avait été révélée, non seulement à Rachel, mais à lui-même. Et des cendres de cette découverte douloureuse, quelque chose de nouveau et de sincère commençait à éclore. Un nouveau départ, construit non pas sur des mensonges ou la culpabilité, mais sur l'honnêteté et le respect mutuel. Une chance de rédemption, pas seulement pour lui, mais pour toutes les personnes impliquées. Et tout avait commencé avec une boîte à déjeuner vide et une petite fille qui refusait de laisser les circonstances difficiles effacer le sourire de son visage. L'arôme du pain frais et de la sauce tomate embaumait le petit appartement lorsque Jacques frappa à la porte ce dimanche matin. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Rachel avait commencé à travailler dans le nouveau magasin Turner Market, et beaucoup de choses avaient changé dans leur vie. Rachel ouvrit la porte avec un sourire chaleureux, portant un simple tablier par-dessus des vêtements décontractés. Ses cheveux étaient attachés en un chignon détendu, quelques mèches encadrant son visage. Il y avait une légèreté en elle à laquelle Jacques s'habituait encore, une confiance tranquille qui grandissait chaque semaine. Pile à l'heure, dit-elle en s'écartant pour le laisser entrer. Émilie est tellement excitée, elle n'a pas arrêté de demander quand tu arriverais. Jacques entra, portant un petit sac en papier. J'ai apporté le dessert. Rien d'extraordinaire, juste quelques pâtisseries d'une boulangerie près de chez moi. Il ne fallait pas, répondit-elle, mais son sourire montrait qu'elle appréciait le geste. L'appartement était le même, mais il semblait différent. De petites nouvelles touches, quelques coussins colorés sur le canapé, des photos au mur, de nouveaux rideaux, rendaient l'espace encore plus chaleureux. Ce n'étaient pas des articles coûteux, juste des choix soignés qui reflétaient une stabilité financière retrouvée. Jacques. La voix enthousiaste d'Émilie venait de la petite cuisine ouverte. Elle courut vers lui, portant un minuscule tablier assorti à celui de sa mère. Tu es vraiment venu. Viens voir, j'aide avec les pâtes. Jacques s'accroupit pour recevoir son câlin, un rituel devenu habituel entre eux. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et à en juger par l'odeur, ce seront les meilleures pâtes de la ville. Émilie attrapa sa main et le tira vers la cuisine. J'ai remué la sauce et j'ai mis le fromage. Maman m'a laissé couper les tomates aussi, avec un vrai couteau. Sous ma surveillance, ajouta Rachel en souriant alors qu'elle les suivait. La petite cuisine était en pleine effervescence. Lily, assise dans sa chaise haute, jouait avec de la pâte à modeler sur une petite table, créant des formes colorées tout en regardant sa sœur et sa mère cuisiner. « Que puis-je faire pour aider ?» demanda Jacques, voulant sincèrement participer. Rachel sembla sur le point de dire que ce n'était pas nécessaire, comme d'habitude, mais se ravisa. « Tu peux faire la salade. Les ingrédients sont déjà prêts. » Jacques enleva sa veste et retroussa ses manches, se sentant à l'aise dans l'espace exigu où 3 personnes se déplaçaient dans une coordination presque parfaite. Émilie narrait chaque étape de la préparation des pâtes avec l'intensité de quelqu'un animant une émission de cuisine. On faisait ça tous les dimanches dans notre ancien appartement, lui raconta-t-elle en saupoudrant plus de fromage sur les pâtes. Mais après, c'est devenu difficile parce que maman travaillait beaucoup et n'avait pas d'argent pour acheter les bonnes choses. Maintenant, on le refait. Rachel et Jacques échangèrent un regard par-dessus la tête d'Émilie, un regard plein de signification inexprimée. L'honnêteté simple des enfants révélait souvent plus que de longues conversations d'adultes. « Et quelle est la meilleure partie de la cuisine ?» demanda Jacques, essayant de détourner le moment d'émotion qu'il voyait dans les yeux de Rachel. « Manger après », répondit Émilie, provoquant le rire de tout le monde. La préparation du repas se poursuivit au milieu des histoires et des rires.
Rachel décrivit ses premières catastrophes culinaires en essayant d'impressionner la grand-mère d'Émilie. Jacques partagea des souvenirs de la fois où il avait essayé de cuisiner pour impressionner sa première petite amie et avait failli mettre le feu à son appartement. « Tu avais une petite amie ?» demanda Émilie avec la curiosité directe des enfants. « Il y a longtemps » répondit Jacques en coupant les tomates pour la salade. « Pourquoi n'en as-tu pas maintenant ?» insista Émilie. « Émilie » la réprimanda doucement Rachel. « C'est très personnel. » Jacques sourit. « Ce n'est pas grave. Peut-être que je n'ai jamais trouvé la bonne personne. Ou peut-être que j'étais trop occupé à travailler pour remarquer quand je l'ai trouvé. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Rachel un instant, et quelque chose d'inexprimé passa entre eux avant qu'ils ne détournent tous deux le regard, légèrement embarrassés. Quand ils s'assirent enfin à table, le repas simple ressemblait à un banquet. Pâtes maison avec sauce tomate fraîche, une salade croquante, du pain encore chaud et du poulet rôti que Rachel avait préparé plus tôt. Rien d'extraordinaire ou de cher, mais fait avec soin et affection. « On peut dire merci ?» demanda Émilie, tendant ses mains à sa mère et à Jacques. Rachel hocha la tête, tenant la main de Lily d'une main et celle d'Émilie de l'autre. Jacques compléta le cercle, tenant la main des deux filles. Le geste était nouveau pour lui, mais étrangement réconfortant. « Merci pour la nourriture », commença Émilie avec aisance. « Pour les bonnes pâtes, pour ma famille, pour ma maman qui sourit plus maintenant, pour Lily qui apprend à mieux parler, et pour Jacques qui est entré dans nos vies et a tout rendu meilleur. » Jacques sentit une boule dans sa gorge. La simplicité et la sincérité de ces mots le frappèrent avec une force inattendue. Le repas se déroula naturellement, comme une famille habituée à partager des moments. Lily fit un peu de désordre avec ses pâtes, Émilie parla de l'école et de ses amis, Rachel discuta des défis et des succès de son poste de responsable. Jacques partagea des histoires de son enfance qu'il n'avait jamais racontées à personne auparavant. À un moment donné, Jacques réalisa qu'il riait plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Il y avait une légèreté dans ce déjeuner du dimanche, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, même pas avec sa propre famille. Quand ils eurent fini de manger et que les enfants quittèrent la table pour jouer, Jacques aida Rachel à débarrasser, travaillant dans un silence confortable qui n'avait pas besoin d'être comblé. « Merci d'être venu » dit enfin Rachel en rangeant les dernières assiettes. « Ça compte beaucoup pour les filles. »« Et pour toi ?» s'aventura Jacques, risquant un niveau d'honnêteté qu'il évitait habituellement. Rachel sourit, ouvertement et sincèrement. « Ça compte beaucoup pour moi aussi. » Plus tard, alors qu'ils s'installaient tous dans le petit salon pour regarder un film choisi par Émilie, Jacques se surprit à regarder les visages autour de lui. Rachel, détendue et souriante. Émilie, appuyée contre son épaule avec la confiance de quelqu'un qui se sent en sécurité. Lily, somnolent sur les genoux de sa mère. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie, Jacques se sentit vraiment à sa place. Pas comme faisant partie d'une obligation familiale ou d'un engagement professionnel, mais faisant partie d'un lien sincère né des circonstances les plus inattendues. Émilie le regarda et sourit, ses yeux remplis de cette sagesse innocente que seuls les enfants possèdent. « Je suis contente que tu sois entré dans notre vie, Jacques, » dit-elle doucement, comme si elle partageait un secret. Jacques lui sourit en retour, incapable de mettre des mots sur à quel point cette simple famille avait transformé sa propre vie. « Moi aussi, Émilie, » répondit-il enfin. « Moi aussi. » L'automne peignait les arbres autour de l'école de nuances d'or et de rouge. Rachel ajusta son écharpe en attendant qu'Émilie sorte de classe. La brise fraîche ébouriffait ses cheveux, mais elle le remarqua à peine. Ses pensées étaient tournées vers sa fille et vers combien leur vie avait changé au cours des dernières semaines. Son nouvel horaire de travail lui permettait de venir chercher Émilie à l'école 3 fois par semaine, un luxe simple qu'elle ne pouvait pas se permettre auparavant. En tant que responsable du nouveau magasin Turner Market, Rachel avait la flexibilité d'organiser son emploi du temps. Cela semblait encore étrange, ce nouveau statut, cette nouvelle vie. Parfois, elle avait besoin de quelques secondes au réveil pour se rappeler qu'elle n'avait plus à courir entre différents emplois de nettoyage toute la journée. Appuyée contre sa modeste voiture, récemment achetée avec ses économies, Rachel observait les autres parents qui, comme elle, attendaient leurs enfants. Il n'y a pas si longtemps, elle aurait été la dernière à arriver, épuisée après une journée complète de travail, manquant souvent l'occasion de discuter avec les enseignants ou d'autres parents. Maintenant, elle était là, pile à l'heure, se sentant partie intégrante de cette communauté. La cloche sonna et bientôt la cour de l'école fut remplie du joyeux brouhaha des enfants. Rachel sourit en repérant Émilie quittant le bâtiment, portant fièrement sa boîte à déjeuner, maintenant toujours pleine, et discutant vivement avec une amie.
Salut maman. Émilie courut vers elle, les yeux brillants. J'ai quelque chose à te dire. Rachel s'accroupit pour la serrer dans ses bras. Qu'est-ce que c'est, mon amour? Ma maîtresse a pleuré aujourd'hui à cause de mon déjeuner. Rachel fronça les sourcils, confuse. Elle a pleuré? Comment ça? Émilie ajusta son sac à dos, prenant cette expression sérieuse qu'elle utilisait chaque fois qu'elle racontait quelque chose d'important. Elle a vu le mot que tu as mis dans ma boîte à déjeuner et elle a eu les larmes aux yeux. Puis elle m'a fait un câlin et a dit que j'étais une fille chanceuse. Rachel sentit la chaleur monter à ses joues. Ce matin-là, elle avait glissé un simple mot dans la boîte à déjeuner d'Émilie, « J'espère que tu aimeras. Bisous, maman ». Un petit geste, presque banal pour de nombreuses familles, mais qui signifiait tout pour elle. Elle nous a demandé de montrer ce qu'on avait dans nos boîtes à déjeuner pour parler de l'alimentation saine, continua Émilie en montant dans la voiture. Quand j'ai ouvert la mienne, elle a vu le sandwich coupé en forme de cœur et le mot. Elle l'a lu à haute voix et puis sa voix est devenue bizarre. Rachel sourit en démarrant la voiture. Mademoiselle Jenkins, l'enseignante d'Émilie, connaissait bien leur histoire. Elle avait vu la boîte à déjeuner vide d'Émilie pendant ces moments difficiles et avait été témoin du jeu de restaurant qu'Émilie avait inventé pour y faire face. « Comment t'es-tu sentie, ma chérie ?» Émilie réfléchit un instant, tripotant le fermoir de sa boîte à déjeuner. Heureuse. Et un peu fière. Parce que maintenant tout le monde sait que ma maman fait les meilleurs déjeuners et écrit les meilleurs mots. Rachel tendit la main et serra doucement celle de sa fille, sentant une boule dans sa gorge. Des gestes simples, de petites choses. Un sandwich, un mot. Pour beaucoup, rien de spécial. Pour elle, une victoire quotidienne, un signe silencieux qu'elles avaient surmonté les jours les plus sombres. Sur le chemin du retour, elles passèrent devant le nouveau magasin Turner Market où travaillait Rachel. Émilie regarda par la fenêtre, pointant du doigt avec excitation. « On peut aller voir Jacques aujourd'hui ?»« Pas aujourd'hui, ma puce. Il est à une réunion importante dans une autre ville, tu te souviens? Mais il vient dîner vendredi. » Émilie hocha la tête, satisfaite de la réponse. La présence de Jacques était devenue aussi naturelle que le lever du soleil dans leur vie. Non plus une surprise, mais une certitude réconfortante. À la maison, pendant que Rachel préparait une collation pour Lily qui jouait avec des blocs colorés dans le salon, Émilie s'approcha avec une expression pensive. « Maman », dit-elle après un moment de silence. « Mademoiselle Jenkins a dit qu'il y aurait une présentation spéciale la semaine prochaine. Chaque élève parlera de quelque chose d'important pour lui. Je veux parler du restaurant. » Rachel s'arrêta dans ce qu'elle faisait, accordant toute son attention à sa fille. « Quel restaurant, ma chérie ? » « Le mien. Le restaurant de la boîte à déjeuner vide. » Émilie parla avec une aisance totale, sans trace de honte ni de tristesse. « Je veux raconter à tout le monde comment on faisait semblant quand il n'y avait pas de vraie nourriture. Et comment les choses sont différentes maintenant. » Mademoiselle Jenkins a dit que c'était une histoire importante. Rachel sentit son cœur s'emballer. C'était surprenant de voir comment Émilie pouvait discuter de cette période difficile avec une telle maturité, transformant un souvenir potentiellement douloureux en quelque chose de précieux. « Tu es sûre de vouloir en parler devant tout le monde ?» Émilie hocha la tête avec confiance. « Oui. Et je veux que toi et Jacques veniez regarder. Jacques aussi. Il fait partie de l'histoire, n'est-ce pas? Il a été le premier à voir mon restaurant et à demander un sandwich imaginaire. » Rachel ne pouvait pas contredire. Jacques était entré dans leur vie à cause de cette boîte à déjeuner vide, et maintenant il était impossible d'imaginer un avenir sans lui. « Je l'inviterai alors, » promit-elle, retournant à la préparation du goûter de Lily, mais son esprit était maintenant rempli de pensées sur à quel point la vie avait radicalement changé au cours des derniers mois. Ce soir-là, après que les filles se furent endormies, Rachel appela Jacques. Il était dans une autre ville pour une conférence sur la responsabilité sociale des entreprises, un nouvel intérêt qu'il avait développé au cours des derniers mois. Émilie veut que tu viennes à sa présentation à l'école, expliqua Rachel, assise sur le petit balcon de leur nouvel appartement, contemplant les lumières de la ville. Elle va parler du restaurant de la boîte à déjeuner. Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Elle n'a pas honte d'en parler, demanda enfin Jacques. Rachel sourit, même s'il ne pouvait pas la voir. Non. Pour elle, ça fait juste partie de l'histoire. Quelque chose qui s'est passé et que nous avons surmonté. Ensemble. Ensemble, répéta doucement Jacques. C'est incroyable comme elle a transformé quelque chose de potentiellement douloureux en une leçon positive. Elle a toujours été comme ça.
Même dans les moments les plus difficiles, Émilie trouvait un moyen de voir la beauté, de créer quelque chose de spécial. Rachel fit une pause, ressentant un réconfort chaleureux en parlant de sa fille. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a tant touché la première fois que tu l'as rencontrée. Elle a changé ma vie, répondit simplement Jacques. Vous deux. Ces mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens inexprimé. Le cœur de Rachel s'accéléra légèrement. Alors, viendras-tu à sa présentation ? Demanda-t-elle, revenant au sujet initial. J'y serai. Je ne manquerai ça pour rien au monde. La semaine passa rapidement. Rachel utilisa son jour de congé pour aider Émilie à préparer sa présentation. Ensemble, elles organisèrent des photos de la boîte à déjeuner originale, décidèrent de ce qu'Émilie dirait et répétèrent quelquefois. L'aisance avec laquelle Émilie parlait de ses moments difficiles surprit et émut Rachel. Jacques revint de sa conférence le jeudi et passa la soirée du vendredi avec elle, écoutant Émilie répéter sa présentation une dernière fois. Assis sur le petit canapé du salon, Lily endormie sur ses genoux. Jacques regardait Émilie avec une admiration qui réchauffa le cœur de Rachel. Le jour de la présentation arriva enfin. La salle de classe était décorée d'affiches colorées et de fleurs pour l'occasion spéciale. Les parents et tuteurs s'entassaient sur de minuscules chaises destinées aux enfants, créant une scène presque comique d'adultes serrés dans des sièges miniatures. Rachel et Jacques s'assirent ensemble au fond de la salle, essayant d'ignorer les regards curieux des autres parents. La présence régulière de Jacques dans la vie d'Émilie avait inévitablement suscité des spéculations au sein de la petite communauté scolaire. « Je suis nerveuse », murmura Rachel en lissant la robe simple mais élégante qu'elle avait choisie pour l'événement. Jacques sourit, un sourire qui semblait lui être réservé. « Ça va être génial. Émilie est géniale. » Mademoiselle Jenkins commença l'événement, expliquant que chaque élève parlerait de quelque chose de significatif dans sa vie, une personne, un objet, un souvenir. Les présentations commencèrent, les enfants montant un par un sur la scène improvisée à l'avant de la salle, parlant d'animaux de compagnie, de voyages de vacances et de jouets préférés. Quand ce fut le tour d'Émilie, Rachel sentit Jacques chercher sa main et la serrer brièvement, un geste silencieux de soutien qu'ils avaient pris l'habitude de partager. Émilie avait l'air minuscule devant le public, mais sa posture était confiante. Elle tenait sa vieille boîte à déjeuner bleue délavée dans une main et la nouvelle, colorée, que Jacques lui avait offerte dans l'autre. « Je m'appelle Émilie Miller, et je vais vous parler de la façon dont la nourriture est une forme d'attention. » La simplicité et la profondeur de cette déclaration d'ouverture prirent tout le monde au dépourvu. Pour un si petit enfant, c'était une observation extraordinairement profonde. « Ceci est ma vieille boîte à déjeuner, » continua Émilie en levant l'objet usé. « Avant, nous n'avions pas beaucoup d'argent, et parfois elle restait vide. Mais ma maman m'a appris à faire semblant que c'était un restaurant. » Rachel sentit ses yeux brûler. À côté d'elle, Jacques était assis immobile, absorbant chaque mot. Je faisais semblant de servir à manger aux autres enfants. C'était amusant, et comme ça, personne ne savait que je n'avais pas de vrai déjeuner. Émilie sourit sans aucune trace d'apitoiement. Ma maman m'écrivait des mots promettant que bientôt nous aurions de la vraie nourriture. Elle tenait toujours ses promesses, même si ce n'était qu'un petit bout de pain. La salle était complètement silencieuse. Certains parents semblaient mal à l'aise, peut-être confrontés à une réalité qu'ils préféraient ignorer. D'autres étaient visiblement émus. Mademoiselle Jenkins regardait, les larmes menaçant de couler. Un jour, un homme est venu à l'école et a demandé à s'asseoir dans mon restaurant. Émilie regarda directement Jacques, son visage s'illuminant. C'était Jacques. Il a été mon premier vrai client. Il a fait semblant de manger ma nourriture imaginaire et il est revenu le lendemain avec une nouvelle boîte à déjeuner remplie de vraie nourriture. Jacques baissa les yeux, visiblement ému. Rachel serra doucement sa main. Maintenant, ma maman a un bon travail et notre vie a changé. Ma boîte à déjeuner est toujours pleine. Émilie leva la nouvelle boîte colorée. Mais je joue encore au restaurant parfois, parce que j'ai appris que la nourriture, ce n'est pas juste pour tuer la faim. C'est une façon de montrer qu'on se soucie. Émilie fit une pause, scrutant le public avec un sérieux bien au-delà de ses quelques années. Quand quelqu'un fait à manger pour vous, il dit « je tiens à toi ». Quand vous partagez votre déjeuner, vous dites « tu comptes pour moi ». Ma maman s'est toujours occupée de moi, même quand nous n'avions presque rien. Et maintenant, elle peut montrer cette attention avec des déjeuners spéciaux et des mots d'amour. Rachel ne put plus retenir ses larmes. Elles coulaient silencieusement sur ses joues. Jacques n'allait pas beaucoup mieux, clignant discrètement des yeux pour chasser les siennes. « Alors, quand vous mangerez aujourd'hui,
souvenez-vous que la nourriture est plus que de la nourriture. C'est de l'attention. C'est de l'amour. C'est la famille. Émilie sourit, concluant simplement. C'est mon histoire. Merci de m'avoir écouté. Les applaudissements qui suivirent furent chaleureux et sincères. Émilie fit une petite révérence avant de retourner à sa place, visiblement fière de sa présentation. Rachel regarda Jacques, voyant qu'il était tout aussi ému qu'elle. Quelque chose dans la simplicité du message d'Émilie, dans l'honnêteté de ses mots, avait touché tout le monde dans la salle. Sans le vouloir, ils échangèrent un regard de compréhension mutuelle, un regard qui en disait plus que les mots ne le pouvaient. Quand la séance se termina et que les enfants furent libérés pour une brève réception dans la cour, plusieurs parents s'approchèrent de Rachel, offrant des mots gentils et des regards admiratifs. L'histoire d'Émilie avait touché la communauté d'une manière que Rachel n'aurait jamais imaginée. « Votre fille est incroyable », dit une mère que Rachel ne connaissait que de vue. « Une telle maturité, une telle sagesse. »« Merci », répondit Rachel, encore émue. Elle a toujours été comme ça, trouvant la lumière même dans les moments les plus sombres. Jacques resta à ses côtés pendant toute la réception, une présence calme et rassurante. Leurs interactions ne passèrent pas inaperçues, sourires partagés, proximité naturelle, la façon dont ils semblaient orbiter l'un autour de l'autre même en parlant avec d'autres personnes. Mademoiselle Jenkins s'approcha, tenant les 2 boîtes à déjeuner d'Émilie. « Elle m'a demandé de garder les 2, expliqua l'enseignante. Elle a dit qu'elles étaient toutes les 2 importantes pour son histoire. La femme hésita avant d'ajouter. En 20 ans d'enseignement, j'ai vu beaucoup d'enfants traverser des épreuves, mais très peu ont la capacité d'Émilie à transformer l'adversité en quelque chose de beau. Rachel hocha la tête, muette de fierté. Elle regarda par-dessus son épaule, cherchant Émilie, et la vit au centre de la cour, entourée de camarades de classe, partageant probablement plus sur son restaurant. Même de loin, Rachel pouvait voir l'étincelle dans ses yeux, la confiance dans ses gestes. « Je pense que j'apprends plus d'elle qu'elle n'apprend de moi », commenta tranquillement Rachel. Jacques, qui les avait rejoints, sourit. « Je suis d'accord. Émilie a une sagesse que la plupart des adultes n'atteignent jamais. » Mademoiselle Jenkins jeta un coup d'œil de l'un à l'autre, un petit sourire aux lèvres. « Vous formez une belle famille », dit-elle avant de s'éloigner pour saluer d'autres parents. Le mot « famille » resta en suspens dans l'air entre eux. Aucun n'en parla, mais tous 2 en sentirent le poids, la promesse, la vérité encore à exprimer pleinement. En rentrant à la maison, Émilie endormit sur la banquette arrière après l'excitation de la journée. Rachel et Jacques parlèrent à voix basse. « Voudrais-tu dîner avec nous ce soir ?» demanda Rachel. Émilie a mentionné qu'elle voulait cuisiner quelque chose de spécial pour célébrer sa présentation. « J'adore », répondit Jacques. « Je dois passer à mon appartement pour prendre des documents, mais je peux être chez vous dans 1 heure. » Quand ils arrivèrent à l'appartement, Émilie se réveilla, pleine d'énergie après sa sieste rapide. Découvrant que Jacques reviendrait pour le dîner, elle insista pour faire quelque chose de spécial. « Je veux faire des macaronis au fromage. »« Je peux, maman ? » « C'est super facile, tu as juste besoin de m'aider avec la cuisinière, » dit Émilie, enlevant déjà son uniforme scolaire et se changeant en vêtements décontractés. Rachel accepta, charmée par l'enthousiasme de sa fille. Elles passèrent l'heure suivante dans la cuisine, préparant un repas simple avec amour. Lily, réveillée de sa propre sieste, était assise dans sa chaise haute, aidant en remuant son propre bol d'ingrédients imaginaires. Quand Jacques arriva, il fut accueilli par l'odeur invitante de la cuisine maison et le son des rires venant de la cuisine. Il s'arrêta à l'entrée, observant la scène domestique, Rachel remuant quelque chose sur la cuisinière, Émilie sautillant à ses côtés en donnant des instructions, Lily tapant joyeusement une cuillère dans son petit bol. « Jacques !» s'exclama Émilie en le voyant. « Pile à l'heure. On fait des macaronis au fromage spéciaux pour fêter ça. » Rachel jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et sourit, un sourire qui réchauffa Jacques de l'intérieur. « J'espère que tu as faim » taquina-t-elle. « Affamé » répondit-il en entrant dans la petite cuisine. « Besoin que je fasse quelque chose ?»« Tu peux mettre la table » ordonna Émilie. « Mais ça doit être chic, comme dans un vrai restaurant. » Jacques prit ce travail au sérieux, arrangeant la simple table avec le soin d'un maître d'hôtel dans un restaurant gastronomique. Il trouva des serviettes en tissu dans une armoire et les plia en formes élégantes, plaçant les couverts avec soin. Émilie supervisait avec approbation, lui indiquant parfois où placer les verres ou comment plier les serviettes plus précisément. Quand ils s'assirent enfin pour manger, la table était transformée. Simple, mais spéciale. De petites bougies trouvées dans un tiroir éclairaient le centre,
et chaque couvert était soigneusement arrangé. « Bienvenue au restaurant d'Émilie », annonça la fille formellement, endossant le rôle d'hôtesse. Le plat de ce soir est des macaronis au fromage spéciaux, préparés par la chef et son assistante. Rachel sourit à Jacques de l'autre côté de la table, ses yeux brillant à la lueur des bougies. Il y avait une intimité réconfortante dans ce moment, un sentiment d'appartenance que tous deux ressentaient mais n'avaient pas encore nommé. Émilie servit les macaronis au fromage avec la concentration intense d'un chef professionnel, s'assurant que chaque assiette recevait la même quantité et les garnissant de persil fraîchement haché, pour faire joli comme dans les émissions de cuisine, expliqua-t-elle. Avant de manger, je veux porter un toast, dit Jacques en levant son verre d'eau. À la meilleure présentation que j'ai jamais vue. Et au chef le plus talentueux que je connaisse. Émilie rougit joyeusement, levant son propre verre. Et au meilleur client de mon restaurant. À la famille, compléta Rachel le toast. Le simple mot résonna autour de la table, chargé de sens. Le regard que Rachel et Jacques échangèrent confirma une compréhension silencieuse, une promesse tacite. Le repas fut animé, Émilie racontant ses moments préférés de la présentation, Lily intervenant occasionnellement avec des mots à moitié formés, et Rachel et Jacques échangeant des histoires sur leur journée. Pour un observateur extérieur, ils ressemblaient à n'importe quelle famille normale partageant un repas, riant ensemble, créant des souvenirs. Et à bien des égards, c'était exactement ce qu'ils étaient devenus. Après le dîner, pendant qu'Émilie insistait pour montrer à Jacques son dernier dessin dans la chambre, Rachel commença à débarrasser la table. Par la porte ouverte, elle observa Jacques, assis patiemment par terre, admirant l'œuvre d'art d'Émilie pendant qu'elle expliquait chaque détail. La scène était si naturelle, si juste, que Rachel sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. De l'adversité, quelque chose de beau avait pris racine. Pas seulement la sécurité financière ou le confort matériel, mais un lien humain profond et significatif. Quand Jacques dit enfin bonne nuit, tard ce soir-là, il y eut un moment à la porte. Juste un bref instant où tout sembla possible. Rachel sentit son regard s'attarder sur ses lèvres, vit sa légère inclination vers l'avant, puis sa retraite respectueuse, hésitante. « Merci pour le dîner », dit-il doucement. « C'était parfait. » « Tout ce qui est fait avec amour a bon goût », répondit Rachel, faisant écho aux mots d'Émilie lors de sa présentation. Jacques sourit, comprenant la référence. « À demain. »« À demain », affirma-t-elle. Après avoir fermé la porte, Rachel retourna à la cuisine pour finir de nettoyer. Sur la table, elle trouva la serviette que Jacques avait utilisée, pliée soigneusement en forme de cœur. Dessous, un mot griffonné à la hâte, « La nourriture est amour, la famille est force. » Merci de me laisser en faire partie. Rachel rangea le mot dans un tiroir de la cuisine, avec les autres petits trésors qu'elle collectionnait, les dessins d'Émilie, les premiers gribouillis de Lily, et maintenant ce bout de papier symbolisant un nouveau départ, une nouvelle possibilité, un avenir autrefois jugé impossible. Des choses simples, de petites choses. Des mots dans des boîtes à déjeuner, des dîners en famille, des regards échangés à la lueur des bougies. Des choses simples qui s'avèrent être les plus fortes de toutes. Le ciel de printemps était d'un bleu clair et vif alors que Jacques garait sa voiture devant l'école. L'ombre d'un arbre en fleurs protégeait le véhicule du soleil du début d'après-midi. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était en avance de 10 minutes pour la sortie des classes. Il était arrivé plus tôt exprès pour avoir quelques instants pour réfléchir. Au cours des derniers mois, cette modeste école était devenue un lieu spécial dans sa vie. C'était là que tout avait commencé, où il avait rencontré Émilie et son petit restaurant imaginaire. D'une certaine manière, c'était là qu'il était lui-même né de nouveau. Jacques sourit en pensant à combien sa routine avait changé. Auparavant, ses journées étaient remplies de réunions interminables, de décisions d'entreprise purement basées sur des chiffres et de nuits solitaires dans son appartement de luxe. Maintenant, son emploi du temps incluait des dîners le mercredi chez Rachel, aller chercher Émilie à l'école les lundis et jeudis, et même assister aux réunions scolaires. Sa vie avait acquis un but au-delà du nom Turner, au-delà de l'entreprise familiale, au-delà de l'accumulation de richesses et de pouvoir. Rachel et ses filles lui avaient montré un monde où les petits gestes avaient des significations profondes, où les liens humains sincères importaient plus que les réalisations matérielles. Le son lointain de la cloche de l'école brisa sa rêverie. Jacques sortit de la voiture et se dirigea vers le portail, rejoignant les autres parents et tuteurs qui attendaient là. Certains le saluèrent chaleureusement, sa présence régulière ne suscitait plus de sourcils levés. Bientôt, la cour de l'école se remplit de l'énergie vibrante des enfants sortant des salles de classe. Jacques chercha Émilie parmi la mer d'uniformes assortis,
la repérant finalement alors qu'elle émergeait du bâtiment principal. Elle le repéra immédiatement, son visage s'épanouissant en un sourire radieux. Elle courut vers lui, son sac à dos rebondissant, ses cheveux noirs dans la même tresse latérale légèrement désordonnée que toujours, un peu défaite après une journée de cours. « Jacques, tu es venu !» s'exclama-t-elle en lui jetant les bras autour du cou avec l'abandon total que seuls les enfants possèdent. « J'ai promis, répondit-il en la soulevant brièvement avant de la reposer. « Comment s'est passée ta journée ?» Émilie ajusta son sac à dos et prit la main de Jacques aussi naturellement que s'ils l'avaient fait toute leur vie. « C'était génial. J'ai eu une bonne note à mon contrôle de maths et ma maîtresse a utilisé mon dessin pour décorer notre porte. » Elle fit une pause, comme si elle se souvenait soudain de quelque chose d'important. « Et devine ce qui s'est passé d'autre ?» « Quoi ?» demanda Jacques, sincèrement curieux, alors qu'il se dirigeait vers la voiture. « J'ai partagé mon déjeuner avec Mia aujourd'hui. Elle n'apporte jamais rien, alors j'ai dit qu'elle pouvait avoir la moitié du mien. Comme tu as fait pour moi une fois. » Jacques sentit sa poitrine se serrer. Il s'arrêta en plein pas, contemplant cette petite enfant dont le cœur semblait plus grand que tout son corps. La simplicité de son geste, sa générosité spontanée, la façon naturelle dont Émilie transformait son propre passé difficile en empathie, tout cela l'émut profondément. « C'était vraiment très gentil de ta part, Émilie, » dit-il, la voix légèrement étranglée. Émilie haussa les épaules, comme si ce n'était pas grand-chose. « Mia est gentille. Et le sandwich de maman était trop bon pour ne pas le partager. Il y avait du fromage fondu et tout. » Alors qu'il continuait vers la voiture, Jacques jeta un coup d'œil sur la cour de l'école. Ses yeux nouvellement conscients remarquèrent des détails qu'il aurait pu manquer auparavant. Une fille cachant rapidement une boîte à déjeuner vide pour que ses amis ne la voient pas, un garçon assis seul faisant semblant de ne pas avoir faim, un autre enfant regardant tristement ses camarades manger. Combien d'autres Émilie y avait-il ici? Combien d'autres boîtes à déjeuner vides? Combien de restaurants imaginaires ouverts chaque jour dans cette cour? Dans la voiture, Émilie bavardait joyeusement sur l'école, sur Mia, sur un projet scientifique sur lequel elle travaillait. Jacques écoutait, répondait, posait des questions, mais une partie de son esprit courait dans une autre direction. Une idée se formait, devenant plus concrète à chaque pâté de maison qu'il passait. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble de Rachel, Jacques prit une décision impulsive. « Émilie, ça te dérangerait si nous retournions à l'école quelques minutes ? J'ai oublié de discuter de quelque chose d'important avec la directrice. » Émilie accepta immédiatement, toujours partante pour une petite aventure. « Je pourrais te montrer mon nouveau dessin sur la porte de la classe. » De retour à l'école, la cour était presque vide. Seuls quelques enfants restaient pour des activités extrascolaires ou attendaient d'être récupérés. Jacques tint la main d'Émilie alors qu'ils entraient dans le bâtiment. « Tu peux aller me montrer ton dessin après que j'ai parlé à la directrice, d'accord ? Je promets que je ne serai pas long. » Émilie hocha la tête et partit en courant dans le couloir vers sa salle de classe, connaissant le chemin par cœur. Jacques se dirigea vers le bureau de la directrice, une nouvelle résolution dans sa démarche. La secrétaire le reconnut, après un bref appel, dit que la directrice pouvait le voir. Jacques fut conduit dans le bureau familier où Nancy Conrad, la directrice, le salua chaleureusement. « Monsieur Turner. Quelle agréable surprise. Émilie va bien ? » « Elle va très bien, » répondit Jacques en prenant place. « En fait, je suis ici pour quelque chose qui la concerne, elle et toute l'école. » La directrice se pencha légèrement en avant, montrant de l'intérêt. Jacques organisa ses pensées, voulant exprimer exactement ce qu'il ressentait. Aujourd'hui, Émilie m'a dit qu'elle avait partagé son déjeuner avec une camarade de classe qui n'avait rien à manger. Cela m'a rappelé quand j'ai partagé de la nourriture avec elle il y a quelques mois. Et ça m'a fait réfléchir. Jacques fit une pause, regardant la directrice dans les yeux. Combien d'enfants dans cette école viennent sans déjeuner? Combien ont faim ou honte pendant la récréation? L'expression de la principale Conrad devint plus sérieuse. Plus que nous ne voudrions l'admettre, Monsieur Turner. Nous avons quelques programmes d'aide, mais les ressources sont limitées. Et pour de nombreuses familles, il y a une stigmatisation autour de la demande d'aide qui est aussi douloureuse que la faim elle-même. Jacques hocha la tête, comprenant parfaitement. Il avait vu cette fierté digne chez Rachel quand il l'avait rencontrée pour la première fois, refusant de montrer l'étendue de ses difficultés. C'est pourquoi je suis ici. Je veux aider. Fournissons de la nourriture à tous les enfants. À partir de maintenant. Personne ne devrait avoir honte de ne pas avoir de déjeuner. Et personne ne devrait avoir faim. La directrice le fixa un instant,
comme si elle essayait de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Monsieur Turner, parlez-vous d'un programme de repas complet? Petit déjeuner et déjeuner. Pour chaque enfant, tous les jours. Sans distinction, sans avoir besoin de signaler qui peut ou ne peut pas se le permettre. De la bonne nourriture, nutritive, pour tout le monde. Nancy Conrad ajusta ses lunettes, visiblement émue. Ce serait extraordinaire? Mais le coût? Turner Market fournira tout, dit fermement Jacques. De la nourriture fraîche, nutritive, variée. Nous pouvons commencer la semaine prochaine, si vous êtes d'accord. L'idée avait émergé impulsivement, mais plus Jacques parlait, plus il était convaincu que c'était la bonne chose à faire. C'était une manière tangible de transformer son propre chemin vers la rédemption en quelque chose de plus grand, quelque chose qui aurait un impact non seulement sur Emily, mais sur des dizaines d'autres enfants. La principale Conrad semblait toujours absorber la proposition. C'est très généreux, monsieur Turner. Il faudrait l'approbation du conseil scolaire, mais je suis sûr. Laissez-moi m'en occuper, interrompit doucement Jacques. Je préparerai une proposition formelle avec tous les détails nécessaires. J'ai des relations au conseil qui peuvent aider à accélérer le processus. Nancy Conrad l'étudia un instant, comme si elle voyait quelque chose de nouveau dans son visage. Pourquoi faites-vous cela, monsieur Turner? La question était simple, mais profonde. Jacques pensa à la boîte à déjeuner vide d'Emily, à son sourire alors qu'elle servait de la nourriture imaginaire, à sa générosité en partageant avec Mia. Il pensa à Rachel luttant pour garder sa dignité dans les pires moments. Parce que j'ai appris que parfois, les choses qui semblent petites, un déjeuner, un mot dans une boîte à déjeuner, peuvent tout signifier pour quelqu'un. Et parce que je peux faire une différence. La principale Conrad tendit la main par-dessus le bureau et serra celle de Jacques. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie. Pour eux. Pour nous. Jacques sourit. Cette fois, sans culpabilité, mais avec un but. La semaine suivante fut intense. Jacques rassembla une équipe chez Turner Market pour développer le programme. Des nutritionnistes furent consultés, des fournisseurs contactés, des contrats rédigés. Rachel devint une consultante inestimable, offrant des perspectives pratiques et une compréhension profonde des besoins de la communauté. Jacques présenta personnellement la proposition au conseil scolaire, utilisant toute son influence et ses pouvoirs de persuasion. Il fut surpris de constater que lorsque la cause était sincère, son sens des affaires devenait encore plus efficace. Le lundi suivant, le programme « Déjeuner pour tous » fut officiellement lancé. Une petite cuisine fut installée dans l'enceinte de l'école, équipée d'appareils donnés par Turner Market. 2 employés furent embauchés spécifiquement pour préparer des repas frais chaque matin. 3 jours plus tard, Jacques retourna à l'école pour livrer des fournitures supplémentaires qu'il avait promises. Des livres pour la bibliothèque, du matériel d'art, des équipements sportifs qui complétaient le programme de repas. Il avait insisté pour que le projet soit global, s'attaquant non seulement à la faim physique, mais aussi à la faim de connaissances, d'expression et d'expérience. En entrant dans la cour de l'école, il fut accueilli par un spectacle réconfortant. Les enfants étaient dispersés partout, tous dégustant les mêmes repas sains. Pas de séparation, pas de stigmatisation. Les rires remplissaient l'air, et il y avait une nouvelle atmosphère, plus légère, plus joyeuse. Dès qu'Émilie le vit, elle accourut, le visage radieux comme jamais. « Jacques! Aujourd'hui, l'école a donné le déjeuner à tout le monde. » s'exclama-t-elle en désignant avec enthousiasme la cour. « Maintenant, personne n'a honte. » Mia a souri. Jacques s'agenouilla pour être à sa hauteur, sentant une vague d'émotion qu'il n'essaya pas de cacher. Émilie lui jeta les bras autour du cou dans un câlin spontané. « Tu es mon meilleur ami, » dit-elle doucement, avec la sincérité pure que seuls les enfants possèdent. Jacques la serra en retour, sentant ces simples mots résonner en lui, atteignant des endroits dont il ignorait l'existence. « Et tu es l'une des personnes les plus importantes que j'ai jamais rencontrées, » répondit-il, tout aussi sincère. Quand Émilie retourna jouer avec ses amis, promettant de montrer à Jacques son nouveau dessin avant leur départ, il continua vers le bureau de la directrice pour déposer les fournitures supplémentaires. En chemin, il passa devant un nouveau tableau d'affichage installé dans le couloir principal. Projet déjeuner pour tous, ce que ça signifie pour moi, lisait-on en titre. En dessous, des dizaines de dessins colorés réalisés par les élèves. Un en particulier, placé au centre du tableau, attira immédiatement son attention. Il montrait une petite fille avec une tresse debout à côté d'un grand homme tenant une boîte à déjeuner, entourée d'enfants souriants. Dans le coin du papier, en lettres enfantines et maladroites, était écrit « Merci Jacques ».
Le dessin était simple, réalisé avec la technique limitée d'un enfant, mais il transmettait une émotion et une gratitude qui touchèrent profondément Jacques. Il resta là, simplement à l'observer, absorbant la signification de ce petit gage de remerciement. Une main douce toucha son épaule. Jacques se retourna pour voir Rachel à côté de lui, souriant de ce sourire qui était devenu une encre dans sa vie. « La directrice m'a appelé après votre départ hier. J'ai demandé quelques heures de congé aujourd'hui pour voir le programme en action, expliqua-t-elle. C'est incroyable. Ce que vous avez fait? Je n'ai pas de mots. Jacques regarda à nouveau le tableau, les visages joyeux dessinés par les enfants. Je ne l'ai pas fait seul. L'idée était peut-être la mienne, mais l'inspiration? Il se tourna vers Rachel. L'inspiration est venue de vous tous. Ils restèrent côte à côte en silence, contemplant les dessins. Ils n'avaient pas besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Ils étaient devenus une partie de la vie l'un de l'autre d'une manière qu'aucun n'aurait pu imaginer ce premier jour, avec une boîte à déjeuner vide. Silencieusement. Honnêtement. Peut-être pour toujours. De l'autre côté du couloir, Émilie les observait avec un sourire entendu, comme si elle était consciente d'un secret que les adultes découvraient à peine. Dans son sac à dos, elle gardait le mot que sa mère avait mis dans sa boîte à déjeuner ce matin-là, « Nous avons quelque chose aujourd'hui et tu partageras. Mais ne partage que le déjeuner. L'amour est tout à toi. » Mais Émilie connaissait la vérité. L'amour ne diminue jamais quand on le partage. Comme le déjeuner qu'elle avait partagé avec Mia, ou la nourriture maintenant donnée à tout le monde. L'amour ne fait que grandir lorsqu'il est offert librement. Demain, il y en aurait plus. Et aujourd'hui, il y en avait plus aussi.